Avec Appert, sortez des marques woke. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, pédocriminalité, un tabou enfin révélé. Et en seconde partie, la liberté d'expression, le combat du siècle. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un animateur TV célèbre, mais aussi un réalisateur, un écrivain, un acteur et chanteur. Il est tout juste majeur quand il commence sa carrière dans les médias. Il est alors dessinateur dans Jalon, le journal très tendance de son frère Basile de Kock à l'aube des années 80. L'absurde dans l'humour est sa première marque de fabrique et de grands noms s'y intéressent. Jugez-en vous-même. Radio Nova, Métal Hurlant, les journaux très woke, Globe et Actuel, l'Écho des Savanes, Europe 1 et TF1. Puis c'est le triomphe avec Canal+, aux côtés d'Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs. On se l'arrache alors pour sa seconde marque de fabrique, l'impertinence. C'est la consécration avec le vrai journal sur Canal+, qui servira de matrice pour le petit journal de Yann Barthès. Il se fait l'écho des révélations que lui fait le tueur en série Patrice Allègre, et c'est un tournant dans sa vie. Cette affaire lui révèle les connexions entre le monde du pouvoir et la déviance sexuelle. C'est là qu'intervient sa troisième marque de fabrique, le courage. Et comme il n'a peur de rien, il devient dangereux. Canal, qui est une chaîne bobo de gauche à l'époque, décide donc de mettre fin à son émission qui est pourtant un monument dans le paysage audiovisuel français. Il crée en 2015 sa chaîne YouTube, Karl Zéro Absolu. La pédophilie des hommes du pouvoir devient son cheval de bataille. L'humour, l'impertinence et le courage sont ses trois piliers. Le jour de la sortie en salle de Sound of Freedom, cela ne pouvait être que lui. Je vous demande d'accueillir Karl Zéro. C'est faux. C'est faux. Salut mon Karl. J'ai l'impression... Regarde. L'instant digne. Oh, j'ai l'impression d'être mort. Hein? L'impression d'être mort. En tout cas, ton public, tu vois, t'attendait. Mon public est là. Il est toujours là. Merci. Et je bois à mon public. En tout cas, on est ravis vraiment de t'accueillir, mon cher Karl Zéro. Moi, c'est Karl. Hein. Tu as plus toute ta tête. Je perds ma tête. On est ravis de t'accueillir en ce jour si particulier, puisque c'est un événement, on l'a dit en introduction, c'est la sortie de ce fameux film, donc Sound of Freedom. On va en parler, bien entendu, d'Alejandro, c'est ça, si je ne me trompe pas, Monteverde, c'est ça? Alejandro. Voilà, on l'a tous vu ici en avant-première, et j'avoue qu'on a été tous vraiment scotchés. Et alors, tu vas nous en parler, parce que je crois que tu n'es pas étranger quand même à ce que ce film ait enfin pu trouver un distributeur en France. Alors, avant cela, je vais te présenter les sociétaires d'un jour, parce qu'il y a une tradition dans l'émission, on est entouré de sociétaires. Hein. Donc, tout d'abord, pour commencer, à ta droite, tu la connais ou pas, je ne sais pas. Mais je les connais tous. Myriam Palomba, on peut t'applaudir bien fort, journaliste, qu'on ne présente plus. Et qui parle souvent de sujets dont Karl aussi parle. Donc, vous vous connaissiez, vous étiez déjà rencontrés Oui, on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés pas plus tard que hier soir à la projection du film Sound of Freedom. Merci de me spoiler le truc. Ouais, alors, donc, ce que tu nous as tous rencontrés. Donc, à ta droite aussi, d'abord, honneur aux femmes. Amélie Ismaili, on peut l'applaudir également. Alors, je pense qu'Amélie, elle, pour le coup, tu la connais pas, elle est journaliste. Et je pense qu'elle va nous sortir... Je t'arrête tout de suite, je la connais. J'ai soutenu une de ses études. Ah oui? Oui, qu'elle avait publiée. Incroyable. Et je l'ai mis en avant, je crois, sur Twitter. Oui, et d'ailleurs, vous avez eu un tweet de Rudy Reichstadt, on pourra en parler après, qui vous a retweeté en parlant de moi comme j'étais un troll anonyme. Voilà. Donc le troll anonyme est là. Notre ami Rudy, on salue, puisqu'on lui dit... Allez, on l'applaudit. Allez.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, d'ailleurs, alors on en profite pour présenter son acolyte à elle aussi, puisque c'est Greg Tabibian, qu'on applaudit à chaque Super Content TV. Greg Tabibian et Amélie sortent, et je crois que c'est imminent, hein, je trahis aucun secret, dans quelques jours, il va y avoir une petite bombe sur nos amis, justement, les fact-checkers. Encore On a remis le nez dans l'affaire du fonds Marianne, surtout toi d'ailleurs, et en fait, on n'a pas toutes les infos. Enfin, C'est vraiment de l'amour avec Rudy. Hein. On a trouvé beaucoup de choses à dire. Sur qui? Sur Rudy? Alors pas que sur Rudy, mais sur le fond en entier, sur à quoi a servi ce fond. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Bon, Ils sont la écoute, en tout vedette. cas... Non, mais oui, c'est vachement important. C'est vachement important d'en parler de ça. et la commission d'enquête est loin d'avoir tout dit. Et La commission d'enquête n'a pas tout dit, la presse a menti, beaucoup menti sur ce on sujet. salue nos amis de Mediapart. Exactement. Il y a eu des compromissions de la presse. Voilà, donc on va pas s'étaler dessus, sinon on va trop troller. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de détournements d'argent public. Bon, et ça, c'est dans quelques jours sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais. Bon, sur Je suis pas content TV. Et puis, alors, le petit dernier, tu le connais également? Oui, je Mike le connais. Borowski, journaliste à Radio Courtoisie. Je vois passer ces tweets. Et souvent, ils sont inspirés. Ah bah c'est gentil. Mais oui, Ah bah, je absolument. suis vraiment content parce que moi je vous connais depuis mon adolescence et je vous suivais déjà, même si à l'époque vous souteniez Balladur, mais je vous suivais déjà à l'époque. Bah, c'est vrai. Non, je soutenais pas Balladur, Bah, je je pense foutais que de sa gueule. Ah bon, bah, pour moi Mais tu c'était- étais petit, Ah bah, alors j'étais tu- petit, tu- voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, C'est pardonné. En tout cas, on t'a un peu exfiltré hein, de ton ami Greg. Hein, Je suis Mike, triste, hein, moi voilà. je suis avec celle-là. Bon. Oh là là Quel là. manque de courtoisie. Bon, en tout cas, vous l'avez compris. Et puis alors, bien sûr, et aussi, tu te souviens de cette fameuse émission, évidemment, Droit de réponse de Michel Polac. Bien sûr. Eh ben, nous, on a un peu ressuscité cette tradition de la caricature en direct Ça veut pendant dire que je vais l'émission. pouvoir fumer. Eh ben, voilà, c'est Ignace qu'on peut applaudir bien fort. Notre Ignace. C'est vrai que j'avais pas fait le lien entre droit de réponse et la cigarette, mais je crois que sur YouTube, je regarde mon ami producteur, finalement. Eh ben écoute, Bah oui, bien sûr, t'es pas à la bon, télé. écoute, voilà, bon, nous ne sommes pas à la télé. Bon, écoutez, vous n'allez pas me Distribution foutre le boxon sur mon plateau. de Cendrillon. Taxer une. On n'a pas parlé en introduction aussi de ton canard, mais t'inquiète pas, on va le montrer tout à l'heure à l'antenne. C'est bien sûr Il sort aujourd'hui aussi. l'envers des affaires, évidemment consacré en large partie donc à, enfin, qui fait la part belle évidemment à ce film Sound of Freedom. Alors Sound of Freedom, c'est le film choc événement, hein, donc qui est sorti alors le 4 juillet aux États-Unis, qui a été vraiment un carton, qui à l'heure où on parle a fait plus de 200 millions de dollars de recettes. Alors 242 millions. 242, c'est absolument incroyable, alors qu'il n'avait coûté que 15 millions de dollars. Même pas, 14,3. Voilà, incroyable. Et il a dépassé, lors de sa sortie, les blockbusters qui étaient Mission Impossible, Indiana Jones, enfin c'est un truc incroyable. Et il avait du mal à trouver un distributeur en France. Alors, on va en parler, tu vas nous raconter un peu tout ça. Mais ce que je propose avant, c'est de regarder, si vous le voulez bien, la bande-annonce. Et on en parle donc juste après. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Tu fais ça depuis combien de temps? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté? 288. Combien d'enfants t'as retrouvé? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te prometo. Notre département, c'est la sécurité intérieure. On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait? Il faut que tu démissionnes et que tu ailles sauver ces enfants. En ce moment même, elle peut être dans l'immeuble voisin, comme elle peut être à Moscou, à Bangkok, à LA. Elle, c'est un gros poisson. C'est le territoire des rebelles. Personne ne peut y aller. Ni l'armée, ni la police. Et nous encore moins. Et s'il s'agissait de votre fille? Les Marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul.
ce boulot, il vous brise en morceaux. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Quand c'est Dieu qui donne les ordres, tu te tais et tu obéis. Voilà. Alors, il y a eu, ce qui est à remarquer, il y a eu un silence pesant pendant la diffusion de cette bande-annonce, hein, pour les gens qui nous regardent, ce qui veut dire aussi beaucoup. On a tous ici présents, enfin en l'occurrence les sociétaires, assisté à l'avant-première de ce film, c'était à l'UGC Normandie, sur les Champs-Élysées, donc comme les plus gros blockbusters. Il y avait 800 personnes, standing ovation. C'était un peu le triomphe des complotistes quand même de voir cette affiche sur les champs. Incroyable. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai, incroyable. Alors, pourquoi on a voulu particulièrement t'inviter? Parce que justement, tu es un peu celui qui incarne ce combat, et puis surtout, par rapport à ce film, tu as tenu un principe d'entrée de jeu, tu n'es en rien associé, tu ne gagnes pas d'argent sur la sortie. C'est bien d'ailleurs qu'on fasse cette petite mise au point, parce que... Ah oui, je ne suis pas coproducteur, je ne suis pas co-distributeur, je ne suis rien dans l'histoire. Mais tu es quand même celui qui a permis à ce film de trouver un distributeur, ou d'aider à en trouver un, en tout cas. Quand j'ai vu le buzz qu'il faisait aux États-Unis, je me suis dit, il faudrait qu'il sorte en France, parce que quand il va sortir, ça va évidemment ramener l'église au centre du village, et on va reparler de la pédocriminalité en France. Et on a bien du mal à obtenir quoi que ce soit de la part de nos gouvernants. Comme tu le sais, je suis venu souvent t'en parler dans ton autre émission, car tu as plusieurs émissions, je te le rappelle. Et donc, je me dis, je suis invité dans des émissions, et je dis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, comme si j'étais hyper important, pour voir ce film sortir. Et après, je me dis, merde, mais en fait, dans le ciné, je connais plus personne, moi. Mais attends, ça veut dire qu'aucun groupe français... Non, personne. C'est incroyable. Personne. Et donc, je me dis qui je connais, j'en parle à 2-3 personnes qui me font « Oh là 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 !» Et donc, comme un con, je vais sur Google et je tape « distributeur français de cinéma » et il sort une liste. Je regarde là, je fais « Ah, lui non, ah, lui même pas en rêve, ah, lui c'est pas gagné, ah, lui non. » Et puis je vois en dernier « Sage ». Et je sais pas ce que c'est, mais il y a marqué entre parenthèses « distributeur chrétien ». Je dis « bingo ». Lui, à mon avis, il va le prendre, parce que il faut pas oublier que c'est un film chrétien, qu'ils sont même légèrement mormons pour ce qui est de Tim Ballard, et il y a eu beaucoup d'argent chrétien qui est allé dans le film, et un soutien dans les États chrétiens, avec des J'ai vu Mel Gibson au générique. Alors, quel est le rôle vraiment précis de Mel Gibson? Il était crédité producteur exécutif, je crois. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il a remonté le film en dernier recours, parce que ça s'écharpait un peu sur comment devait être raconté le film. Ça c'est en fait c'est pas rien, Mel Gibson. Hein. Ah non. Puis surtout, il a fait un tweet pour dire voilà, faut aller voir ce film, et ça a vachement aidé aussi. Bon, alors donc j'avais dit ça, mais et finalement je tombe sur ce truc-là. Donc je trouve le numéro, j'appelle, et le directeur s'appelle Hubert de Torcy. Je lui dis mon cher Hubert, c'est Carl Zero. Il me dit enchanté. Je lui dis écoutez, j'espère que vous allez distribuer ce film. Il me dit ah, c'est marrant que vous me dites ça, vous me disiez ça, parce que je connais Alejandro Monteverde, le réalisateur, dont j'ai sorti le film précédent, qui était également un film chrétien. Et j'ai dit, ben alors mettez-vous une pile, mon vieux. Oh non, on va pas faire ça tout de suite, on verra vers mars. Et là, on était en juillet. J'ai dit, comment mars? Non, il faut le sortir le 1er septembre, quand c'est chaud. Et donc finalement, bon, il a œuvré, il a passé le deal avec les Américains. Ça, je suis pas dans le business, donc je ne sais pas quel est le deal exact. Je sais que se posait la question de la sortie en France, mais pas sur le thème va-t-il marcher ou pas en France. Ils se demandaient s'ils ne le foutaient pas directement sur Amazon Prime ou sur Netflix. Et puis ils se sont dit, l'autre les a convaincus qu'en France il y avait une attente, qu'on était un peuple un peu bizarre, qu'on avait un vrai problème avec la pédocriminalité. Il l'aurait pris Amazon Prime et Netflix d'après toi? Bah figure-toi que Amazon Prime l'a pris, et il sera le 26 décembre aux États-Unis. Et on parle d'une somme à 8 chiffres, ça veut dire plus de 10 millions de dollars. Donc ils l'ont vendu très cher, Angel Prod. Il faut rappeler aussi que ce film est resté dans une armoire poussiéreuse pendant 4 ans. C'est incroyable. Il était à Fox, puis à Disney, mais personne ne voulait le sortir. Genre, ça va intéresser personne, ces histoires de gosses qu'on enlève, de trafic d'enfants, grave erreur. Et Angel Prod, qui est un tout petit machin en vrai, c'est pas des... Eux, ils ont une plateforme un peu comme moi, ils font des films... uniquement chrétiens d'ailleurs, et ils les mettent en ligne, et c'est tout. Ils n'étaient pas destinés
a gagné 242 millions de dollars. Donc les mecs, on peut dire, ils ont vu la Vierge, mais alors là, en numéraire. Comment t'expliques justement que ce film qui a bénéficié d'aucun soutien des médias, on va dire, mainstream, y compris outre-Atlantique... Mais justement, c'est parce qu'il n'a bénéficié d'aucun soutien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire mais ça, il y a un truc qui a véritablement changé aujourd'hui. Sinon, tu ne ferais pas cette émission-là avec ces brigands-là qui nous entourent. Personne ne veut d'eux dans les médias mainstream. Mais justement, mais c'est parce que plus aucun média ne veut de nous que les gens ont envie de nous entendre. Si tu étais imagine chez Ruquier sur BFM TV à 20h, tu penses que les gens te mettraient une claque dans la rue en te voyant, ça serait horrible. Donc là, au moins, tu es libre. Voilà. D'ailleurs, on fait tout ce métier d'être libre. Liberté. Et donc, Sound of Freedom, c'est normal que les gens y aillent, puisque tout le monde dit « Ah, n'y allez pas ». Quand tu dis, c'est comme un gosse, tu lui dis « Ah, ne fais pas ça », tu peux être sûr qu'il va le faire. Et bien là, on a dit aux gens « N'allez pas voir ce film, il est complotiste, scandaleux, il y a des élites pédocriminelles de reptiliens. C'était tellement énorme qu'ils se sont dit « On va aller voir par nous-mêmes ». Et il n'en est rien, c'est un thriller. Et sur un vrai thème. Bon, je vais faire un peu de pub, qui traite du trafic d'enfants, qui est un véritable fléau mondial et dont on ne parle jamais. Est-ce qu'on a su quelle avait été la réaction du personnel politique aux États-Unis à la suite de la sortie de ce film Oui, Trump a organisé une projection chez lui, auquel il a convié toute l'équipe du film, qui était ravie. Depuis, ils sont en très bons termes. Il s'était emparé d'ailleurs de ce sujet de la pédophilie, Donald Trump. Bon, enfin, là-dessus, si tu veux, moi, je serais méfiant, parce que on a 2-3 pistes sur certains agissements de Donald Trump à une certaine époque où il n'a pas été blanc-bleu, si tu vois ce que je veux dire. On a parlé de ses liens avec Jeffrey Epstein, c'est ça à quoi tu veux faire allusion ? Il y avait ça, et il y a eu aussi des témoignages... il y a eu des témoignages de mineurs qui l'accusent de viol. Hein. Oui, il y a eu des mineurs, et puis oui, apparemment, il est quand même dans les petits papiers d'autres comment on pourrait dire, d'autres bizarreries sexuelles, dont je ne sais pas si je peux faire état à une heure de grande écoute et sur une chaîne d'une telle qualité. Des révélations. Non, personne ne nous regarde, tu peux y aller. Non, enfin bon, après on dira c'est des rumeurs. Bon, il y a eu une sombre affaire en Russie, avec des prostituées, et enfin bon, voilà. Ah non, la Russie, tu peux... Bon, juste un mot sur, quand même, revenir à l'affaire Epstein. C'est toi aussi qui avais participé justement à l'affaire médiatisée, particulièrement en France. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que d'ailleurs ça aurait pu sortir ? On est sur notre fin, puisque finalement, chaque semaine, on nous dit que Mme Maxwell va balancer les noms des véritables clients et on les a jamais. Donc, on reste sur notre fin. Elle est en prison. Enfin, j'ai vu que certains fous sur Twitter disent que non, elle est... Sur une île paradisiaque. Sur une île, voilà, que Epstein n'est pas mort. Enfin bon, il y a des délires. Epstein est bien mort. Epstein, évidemment, ne s'est pas suicidé. Et en gros, on ne saura jamais. Voilà. On a beaucoup parlé de Donald Trump récemment, mais Joe Biden, on en parle un petit peu sur ce sujet-là Alors, écoute, oui, il y a toutes ces vidéos qui traînent où il s'attarde sur des petites filles pendant des heures en les embrassant avec amour. C'est vrai que c'est troublant. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a son fils. Il y a son fils. Et puis il y a même le comment s'appelle le livre, comment on dit, livre secret de sa fille, son journal intime, journal. qui quand même fait des révélations assez importantes. Enfin, je veux dire, il y a que nous en France et les médias mainstream pour se rendre compte que ce mec-là est taré quand même. Donc à tous les points de vue, qu'il a pas sa tête, qu'il a fait des choses quand même assez particulières et personne n'en parle. Et on a même BFM a dit il y a 10 jours qu'il commençait à se demander s'il n'y aurait peut-être pas un léger problème de fatigue. De fatigue, mais on commence à se dire qu'il faudra environ 11 ans. Quoi. On a même M. Hollande qui nous a dit que c'était l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Enfin, on marche sur la tête quand même. On marche sur la tête. Et surtout dans les Twitter Files, cette affaire-là, elle a été. Les Twitter Files l'ont censurée. On a eu dans les révélations des Twitter Files, on sait que ça a été censuré via le FBI, toute cette affaire-là de l'ordinateur d'Hunter Biden par Twitter. Le nom de Mary Hunter pour un prédateur sexuel, c'est pas mal. Quand même. On revient à ce film Sound of Freedom, dont je le disais, un accueil absolument incroyable lors de l'avant-première. D'abord, est-ce que tu t'y attendais et quel accueil tu penses ce film va avoir en France ?
Écoute, ça, je pense qu'il va avoir un accueil chaud parce que tout le monde a bien compris qu'au-delà du simple fait d'aller dépenser 10 € pour payer une place, c'est aussi un acte militant d'aller voir ce film parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de reparler de la pédocriminalité et là, du coup, au niveau français. Bon, après, déjà Libération, Télérama qui ont traité le film de navet, de film complotiste. Hein, ah bah oui, non, tu sais, ils ont égrené un nombre de faraiboles et d'inepties qui dépassent l'entendement. Mais c'est une telle haine contre ce film. Ça, parce qu'on en parlait avec Myriam justement à la sortie de ce film. On se disait même sur le papier, finalement, il n'y avait pas grand-chose qui puisse justifier qu'on veuille pas... Il n'y a même pas de révélation. Effectivement, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Il n'y a rien de tout ça dans ce film. Enfin, je veux dire, regarder ce film, c'est limite plus soft que certaines séries sur Netflix. C'est un film familial. Il n'y a pas une scène qui soit ou violente ou sexuelle. Il y a pas, voilà, on ne découvre pas la... C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a réussi, comme dit Greg, à faire passer... Il y a des scènes qui sont... presque insoutenable alors qu'on voit rien au sens... Mais ça n'en est que plus fort et plus marquant, non? Il y avait un film qui était sorti il y a quelques années avec Liam Neeson qui s'appelait Taken. Je veux qu'on m'explique la différence entre Sound of Freedom et Taken, à part que ça se passe en Amérique du Sud au lieu de se passer en Europe de l'Est. Et Taken est le modèle. Et en plus, dans Taken, il y a ce côté pédophilie d'élite, etc. Alors que là, c'est même pas soulevé. C'est des mecs dans une junte qui sont des pauvres. Il n'y a même pas le côté, c'est les élites. Il n'y a rien de complotiste dans ce film. C'est le modèle d'Alexandro. Taken? Mais oui. Il s'est calé sur Taken. Et sur Le Justicier dans la ville avec Charles Bronson. Ouais. C'est les deux modèles de films. Mais c'est évidemment pas un film qui veut... aller dans le dur de la pédocriminalité. C'est un film qui parle d'abord du trafic d'enfants, en plus... C'est un thriller, voilà, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, quand même. Ah bah total, bien sûr, de l'histoire de Tim Ballard. Mais qui, maintenant, en plus, est attaqué aux États-Unis parce que certaines de ses ex-adhérentes de AOUR, qui s'appelle Organisation Railroad Underground... Donc je l'ai dit dans le mauvais ordre, non mais c'est Organisation Railroad Underground, qui est donc, une fois qu'il quitte, il fait partie de la police aux États-Unis, il est chargé de ça. Quand il se rend compte qu'il va plus pouvoir aller à l'étranger pour sauver des enfants, il monte sa propre structure. Dans cette structure, il prend des gars musclés, des anciens Navy Seals, etc. Et ils vont aller libérer des enfants. Et il y a des femmes aussi, et maintenant il est accusé par certaines de ces femmes d'avoir eu un comportement, comment ils disent aux États-Unis, inapproprié. Lui s'en défend et donc il est à nouveau attaqué. Et du coup, notre ami Alexandro, le réalisateur, a pris un peu ses distances de Tim en disant parce qu'Alexandro est beaucoup plus corporate, on va dire, comme homme. Politiquement correct, allez presque dire. Oui, un peu. Que ne le sont, évidemment, Jim Caviezel, l'acteur de Jésus, de Mel Gibson, qui lui va fort dans l'adrénochrome et tout ça. Et qui est allé super fort à la sortie du film. Et notre Alexandro, il était mal, il a vu ça et il s'est dit, mais merde, ils prennent le pouvoir sur mon film ne raconte pas ça. Et au début, ça lui a pas plu, puis finalement, à l'arrivée... Maintenant, il est content, parce qu'il se rend bien compte que ce côté sulfureux, complotiste, a fait venir tout le monde. Sans, le film marchait moins bien. Mais lui, il n'était pas... Parce que lui aussi, c'est humain, il veut faire c'est un réal indépendant, il veut faire carrière à Hollywood. Donc, s'il commence à être catalogué complotiste, il fera aucune carrière à Hollywood. Ce qui est incroyable, c'est qu'Hollywood, la religion d'Hollywood, c'est d'abord l'argent, quoi. Donc, on pouvait imaginer qu'après un tel carton, d'abord... pour lui, c'est bien parti. Ouais. Oui. Et il va rentrer dans le moule. D'accord, dans le système. Pense. Sauf s'il fait... D'ailleurs, je lui ai demandé, tu vas faire le 2 ? Et il m'a dit non, je lâche l'affaire. Alors qu'il était prévu, au départ, qu'il fasse le 2. Il va y avoir un 2 ou pas ? Ça sera quelqu'un d'autre, je pense. Parce que Tim Ballard, avant cette opération qu'on voit en Colombie, a fait une autre en Haïti. Et donc, Alejandro Monteverde voulait absolument faire l'affaire d'Haïti. Voilà. Mais là, il veut plus. Non, mais c'est normal. Il a eu une telle pression, il s'y attendait tellement pas. Il n'avait pas les éléments pour répondre. Il n'a pas subi des menaces parce qu'il aurait pu craindre des représailles. Mais surtout la menace de voir sa carrière flétrir assez rapidement s'il était trop proche de Tim Ballard et de l'autre, de Jim, qui sont des durs de durs, des vrais de vrais. Une diffusion sur Internet, elle avait été envisagée à un moment donné, uniquement sur Internet ou ouais, par Musk. Notre bon Elon avait dit mettez-le gratos pendant un temps donné sur
Mais Angel a dit non, parce qu'Angel veut faire un peu de pognon, si tu veux, donc ils sont gentils. Ah, mais Musk, attends, c'est incroyable ce que tu dis là. Donc, Musk avait regardé. Il est à fond pour, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime beaucoup. En gros, il est avec nous. Hein. C'est indéniable. C'est-à-dire, les médias, ils sont contre nous, mais au-dessus des médias, il y a Twitter, enfin X, et il est avec nous. Il nous soutient, clairement. Alors, on va en parler justement. Quand tu vois le travail et le succès d'un Tucker Carlson, qui n'est que sur X. Ouais. Le jour de la primaire américaine, il a fait 220 millions avec Donald Trump seul, alors que sur Fox, ils avaient fait 20 millions. Voilà, donc ça veut dire que notre avenir à tous, il est plus là que sur Chérie 25. Ouais. Alors, justement, la transition, elle est facile. Dans l'actualité toujours, on va s'intéresser un peu aussi à ta plateforme, Carl Zero TV. On l'a abordé en introduction. La première plateforme, je cite, de streaming documentaire, interviews, films et séries 100% indépendantes. Ce qu'on peut lire sur ton site web, en tout cas. Quels sont les nouveaux contenus exclusifs de ta plateforme? Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier? La genèse du projet aussi, tu nous la rappelles? Oui, en fait, c'est à un moment, je me suis dit, mais il y a quand même pas mal de docs, de films, de courts-métrages qui sont sur le thème de la lutte contre la pédocriminalité. C'est dommage qu'on ne puisse pas les rassembler dans un endroit. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est compliqué de lancer une plateforme comme ça? Et je me suis rendu compte que pas tant que ça. En réalité, il faut acheter les films, il faut les traduire, il faut les clearer d'abord pour avoir les droits. Et ensuite, tu peux les diffuser. Alors, tu signes un accord pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, plus c'est cher, plus c'est évidemment, la fenêtre va être courte, parce que c'est une petite entreprise. Hein. Et finalement, elle a trouvé le succès, tout de suite. C'est-à-dire que... T'as beaucoup d'abonnés? En termes de... on est à 6000. Donc, c'est quand même pas mal. Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est que... j'arrive à fournir 2 programmes par semaine. Et ce sont des programmes qui sont toujours vraiment de qualité. Donc on est à plus de 100 films maintenant. Et alors là, une nouvelle idée s'est faite, au travers de ça, c'est de reverser les bénéfices de ce carlzero.tv à une asso qui serait, qu'on est au moment où on se parle en train de créer, et qui va être lancée d'ici quelques jours, qui est un collectif d'avocats. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup d'appels au secours. Bien souvent émanant de mamans qui sont prises dans des affaires d'inceste et qui ne savent plus soit comment se retourner parce qu'elles étaient conseillées par un avocat, mais qui s'est avéré être commis d'office et pas très bon, et elle est face au mur de la justice, qui, rappelons-le, depuis ou trop, dans ces histoires-là, a tendance à ne pas prendre en compte la parole des enfants, à dire qu'ils mentent, de peur chaque juge ayant peur de se retrouver dans le rôle du juge Burgot, que tout le monde a accusé d'avoir déconné, alors qu'en fait, il n'avait pas déconné du tout. Mais enfin, bon, puisqu'après, on a retourné l'affaire d'Outreau. Dans ce but, bien sûr, de façon à ce que la parole de l'enfant ne soit plus écoutée. Donc, en fait, il y a tellement de demandes, puis il y a des affaires de réseau, et puis il y a des affaires où il faudrait avoir des moyens pour enquêter, si tu veux, pour faire un peu des enquêtes parallèles, des enquêteurs privés, etc., pour aider. Donc, je me suis dit, ça serait bien de créer un collectif. Et donc, avec une amie avocate, on a fait passer des messages sur des réseaux d'avocats. Tu sais, ils ont des réseaux entre eux. En disant, voilà, est-ce que vous êtes chaud pour venir défendre des enfants? Évidemment, il faut être pénaliste ou droit à la famille. Il faut avoir l'habitude de ça. Et il faut avoir envie d'en découdre. Et il faut être prêt à réagir tout de suite. Et là, on est 35. Alors, dès qu'on est 50, on touche toute la France. Et donc, on va faire un numéro vert, les gens appelleront. Évidemment, il y aura un tri, parce que parfois, il y a des hurluberlus, mais en général, tu sens tout de suite quand la personne est vraiment acculée, quoi, au taquet, et qu'il faut agir. Et c'est juste pour aider, de façon à avoir un peu les mains dans le cambouis aussi, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi d'être à la racine des problèmes. Et puis alors, il y a l'envers des affaires que tu as montré tout à l'heure. Comment se porte cette revue qui s'est désormais imposée dans le paysage? Moi, je connais des gens qui sont littéralement fans, absolus. Oui, ça cartonne. Oui, ça marche bien. C'est très éclectique. Au fond, c'est pas uniquement sur la pédocriminalité. Bon, évidemment, là, le trafic d'enfants, c'était important par rapport à Sound of Freedom, mais il y a 1000 autres sujets qui ont... Non, c'est une entreprise qui va bien, voilà. Je
conseille à tout le monde de l'acheter, voilà, un peu de pub, c'est très sympa. Eh ben écoute, en tout cas, la transition sera aisée aussi. Merci. Par rapport au premier sujet de débat de Bistro Liberté. À tout de suite. Pédocriminalité, un tabou enfin révélé. Comment lutter contre ce fléau? Quelle est la réalité de la pédocriminalité en France? Où en sont les affaires en cours? Il y a l'incendie dans le studio maintenant parce que voilà, non, on ne fume pas, Karl. On a des détecteurs. Bah attends, ah non, mais pas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot? N'importe quoi. Bistrot Liberté. Voilà. Dans Bistrot Liberté, il y a Liberté. Ben oui, mais il y a des détecteurs de fumée aussi. Mais là, donc, on est en terrasse. Oui, clairement. Donc, je savais qu'elle n'allait pas être simple, cette émission. Bon, on y arrive. Alors, le premier sujet, un peu de sérieux, les amis. Oh, je t'aime mieux sur ton petit canapé. Voilà. Ah bah oui, mais là, c'est une organisation. Hein, ah ouais, c'est vraiment, c'est un grand barnum. Donc, les sociétaires, vous avez le droit maintenant d'intervenir. Enfin, ce que vous avez déjà fait avant, mais c'est pas grave. Largement. Voilà. Donc, ce premier sujet de débat, il porte donc sur le thème du film dont nous avons parlé, donc la pédocriminalité. Alors, je suis certain que vous allez tous nous faire part de vos avis. Tout d'abord, pour aborder l'inabordable, pourquoi ce sujet de la pédocriminalité, il est si important à tes yeux, Karl? Est-ce que tu peux nous dire? Ça devrait être l'évidence pour tous. C'est-à-dire si... Hein? Non, mais toi, tu as décidé. Non, mais attends, tu as décidé essentiellement, quasiment, de ne parler que de ce sujet. C'est vrai, on a vu précédemment que j'avais commencé comme fantaisiste buccal sur Canal+. Voilà, ça c'est. T'as pas trop changé d'ailleurs. Avec Albert, ouais, ça va à peu près. Enfin, c'est pas grâce à la chirurgie, hein, c'est plutôt grâce à l'alcool. J'allais dire, non, mais c'est vrai, t'avais pas beaucoup de cheveux à l'époque, toujours pas beaucoup. Ils ont pas repoussé, oui. Ce que je me disais, ça n'avait pas changé. En fait. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Bien sûr. Ah, moi, je vous regardais ado, j'étais fan. Un peu faux cul bon, quand même. Si vous voulez, vous voulez bien. À la télé, après. Ouais, bon. Donc, revenons on peut dire que ton et sujet aujourd'hui, ton combat, c'est la lutte contre la pédocriminalité. Alors, pour une raison très simple, c'est que au travers des enquêtes que j'ai pu faire, qui étaient des enquêtes, c'était après le vrai journal, et c'était oublié, mais j'en veux pas au mec qui a fait le petit montage, mais il y a quand même eu 7 ou 8 ans où j'ai fait des documentaires de faits divers. Et donc, c'est un autre métier. Au 13e rue, hein, je crois. Ouais, 13e rue et puis RMC Découverte. Et c'est un autre métier que d'être animateur vedette qui reçoit des politiques, qui les tutoie, qui fait 3 vannes et qui repart dans voiture avec chauffeur. Là, ça a été petit mec en veste de cuir qui prend le train et qui va voir des gens, des vrais gens, des gens à qui il est arrivé des trucs. Et il y avait on peut arrêter les verres là-bas, s'il vous plaît. Charles Mathieu, normalement, c'est l'ouverture de bouteilles. Très bien. Bon, et donc, face à ça, si tu veux, ayant rencontré beaucoup de proches de victimes, de mamans, d'ex-victimes, j'ai compris qu'il y avait un phénomène autour de ça dont on ne parlait pas. En tout cas, les médias n'en parlaient pas. Ou alors, à la manière traditionnelle de Pierre Bellemare et de détectives, donc pour faire un peu du frisson comme ça, mais pas dans le dur, pas d'une façon sérieuse. Et qu'il y avait surtout des lois qui n'allaient pas. Et que donc il fallait faire bouger tout ça. Et c'est arrivé au moment où je fêtais, j'allais fêter mes 60 ans, et je me suis dit, c'est bien, à 60 ans, tu vas t'occuper enfin d'un vrai truc, d'un truc sérieux. Donc je me suis dit, je vais tenter de ne faire que ça, de m'occuper de ça. Ça m'occupera ma retraite. Et je ne pensais pas, en fait, que ça allait m'emmener aussi loin et dans de tels combats. Et donc j'ai commencé par faire un manifeste, un petit manifeste avec Omer Asselier et Serge Garde, qui s'appelle 1 sur 5. Et puis ensuite on en a fait un film qu'on a mis sur YouTube. Et puis ensuite on a créé une plateforme et ainsi de suite, quoi. Et puis on a fait le journal aussi. Et finalement, on va en arriver maintenant, je te le disais, à être les mains dans le cambouis et à pouvoir prendre les cas dès le départ pour essayer que les femmes ne se retrouvent pas soit en prison, soit à l'étranger, parce qu'elles ont eu le malheur de dénoncer leur prédateur de mari. Voilà. Qu'est-ce qui recouvre... Et puis bon, alors je peux te dire que aussi, sur toutes les affaires, à chaque fois qu'on avait non seulement le sentiment, mais les preuves qu'on était face à des réseaux pédocriminels et qu'on nous expliquait que ça n'existait pas et que c'était un fantasme de notre part, au bout de 15 ou 20 ans, ça devient très très agaçant. Parce que tu as toujours les mêmes pour t'expliquer toujours les mêmes conneries. Donc à un moment, tu t'énerves et tu dis, on va leur prouver. C'est qui les mêmes? Bon, en gros, c'est des mecs qui ont pour ordre de dire que ça n'existe pas.
Et malheureusement, on les rencontrait partout, évidemment dans les médias, mais on les rencontrait aussi dans la justice, dans la police, et c'était très agaçant. On les rencontre sur Internet maintenant, avec toute cette espèce de sphère de zététique, là, dont le dernier credo en date est d'aller interviewer des gens qui nous expliquent que le combat contre la pédophilie est quelque chose de sérieux et que 99% des cas, c'est dans la structure familiale et que tous ceux qui parlent de réseau nuisent à la cause. Bien sûr. C'est vrai que c'est incroyable parce que tu parlais des fact-checkers tout à l'heure. Mais là, quand je vois ce que va monter Karl, juste que toute cette bande de branquignoles soit au clair, je parle des Reichstadt, j'ai même envie de te dire Thomas Durand qui a fait une vidéo là-dessus avec une petite assoce qui fait du très bon boulot. Tous le film, parenthèse. Mais le truc, c'est qu'à la limite, que vous disiez, il nuit au truc parce que théoriser sur le sujet nécessite d'être très compétent. Mais là, il va monter un truc pour aider les mères et les pères de famille. Donc si là, vous dites que c'est contre-productif, c'est pas que vous êtes des salauds, c'est que vous êtes des complices. Parce que là, c'est juste aider les gens. Juste ça. On verra s'ils iront jusque-là. On verra s'ils ont le culot de dire... Aider des mères de famille à arrêter leur mari parce qu'ils tripotent la gamine, c'est décrédibiliser la lutte contre... On verra s'ils vont jusque-là. On verra. Ils le feront de toute façon. Quand tu avais eu des livres où la totalité des fonds était reversée, par exemple, à des associations, ça ne change rien, en fait. Puisque, de toute façon, l'idée, c'est de décriminaliser parce que leur argument, je pense surtout à monsieur Flibustier, d'ailleurs, s'il nous regarde, je lui salue bonjour. C'est le copain de Myriam, ça. Et qui se rappelle qu'on l'a un petit peu épargné sur Internet, si jamais il se réattaque à notre amie Myriam ici. C'est pas bien, ça, c'est petit. C'est une vérité. Mais c'est légal. Donc voilà, mais c'est juste pour dire que, en fait, ces personnes-là, je pense qu'elles sont sincères dans leur combat. Oui, elles sont vraiment sincères. Je pense même que Vincent Flibustier, il est sincère. Mais ils veulent absolument ne pas croire. Ils ne veulent pas s'imaginer qu'il puisse y avoir des réseaux pédocriminels. Je pense surtout à des réseaux pédocriminels puissants ou qui soient liés à des élites. Qu'il y ait des réseaux... L'État est un réseau, ne serait-ce que par l'ASE. Je ne comprends pas ce besoin pour ces gens que la pédophilie reste un truc de l'ASE. L'ASE, qu'est-ce que c'est en gros, c'était l'ADAS, quoi. Et ils placent des enfants, ils prennent des enfants aux parents, souvent même d'une façon, on va dire, bizarre, alors qu'ils n'ont pas à prendre aux parents leurs enfants. Et moi, j'ai interrogé beaucoup de parents et aussi des enfants de l'ASE, et on les met parfois seuls dans des hôtels. Genre, moi j'ai interrogé par exemple un môme qui avait 15 ans, qui était seul dans un hôtel, parce que ses parents, c'était des criminels, donc ils sont en prison, et il était seul dans un hôtel de clandés, en gros de sans-papiers et tout. Et il n'y a pas d'éducateur, il a même été violé. Il a été violé même plusieurs fois. Enfin, c'est abominable. L'ASE, c'est abominable. Mais l'ASE fait un business parce qu'il touche, je crois, 10 000 € par mois. Et donc, il récupère des enfants d'un peu partout. Et après, pour récupérer les enfants, c'est fini, c'est terminé. C'est vrai. Tu partages cette opinion ? Je partage. Il y a eu, il y a un an, le cas de ce garçon qui avait été placé. Alors lui, c'était pas dans un clandé, c'était dans un camping. En hiver. Il était tout seul dans le camping. Et il a été assassiné. Bon, il avait même pas 18 ans, il avait 16 ans et demi ou 17 ans. Il est vrai que l'ASE a des chiffres à faire. Et il faut placer des enfants. Même s'il n'y a pas besoin de placer des enfants, ils vont avoir tendance à placer l'enfant. Il faut dire qu'il y a des subsides en échange de ce placement d'enfants qui sont reversés parfois à des assos, à des organismes qui proposent tel ou tel enfant. Et pour un enfant placé, tu reçois une somme. Là, il y aurait un travail d'investigation à faire autour de ces sommes. Parce que en fait, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et au milieu, il y a des gosses bien souvent perdus par des situations familiales compliquées, ou par des viols, ou par... Bon. Et ça, c'est vrai. Donc, quand tu dis qu'il y a... Quand on parle des élites et du sommet de l'État, c'est vrai qu'au travers des ASE, c'est un bon exemple, il y a un petit trafic qui est en fait un trafic qui en numéraire est important, bien sûr, voilà, bien sûr, et qui après bon aussi pour dire sur les élites, parce que c'est vrai que ces petits rigolos là d'anticomplotistes de mes deux, ils ont cette idée qu'on recherche des élites et tout, mais si on parle d'élites, c'est que c'est bien souvent dans ces trucs-là. Ceux qui veulent en profiter, c'est des gens qui ont des moyens, simplement. Donc, sont forcément des notables, des gens qui ont une situation, qui ont de l'argent, et qui ont un peu fait le tour des choses aussi, au niveau sexuel, je veux dire. T'as révélé des trucs absolument incroyables. Et qui veulent s'encanailler, et donc, ils vont vers ce genre de trucs-là. Après, il y a un autre aspect des choses dont il faut parler aussi,
et ça rejoint d'ailleurs la traite des enfants pour ce qui est de la France. C'est que aujourd'hui, à cause de la pornographie sur les réseaux, sur ton téléphone, tout ça, on a de plus en plus de jeunes, c'est-à-dire de gens de 22, 23 ans, qui violent des enfants, chose qui n'existait pas avant. Et ça, c'est parce qu'ils ont franchi tous les seuils de l'excitation possible au travers des différents trucs présentés sur, tu vois. Donc, ils vont aller chercher. Donc, une fois que tu as fait le bondage, le truc, le machin, les animaux, voilà, tout ce que tu veux, il reste quoi? Les enfants. Et donc, ils passent à l'acte. Et quand je dis que ça rejoint la traite, c'est qu'il y a toute... alors ça, c'est dans toutes les banlieues. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une généralisation de la prostitution. Ouais, prostitution de mineurs. On n'en parle pas. On en parle très très peu, et qui sont tenus par, on ne peut pas dire par la mafia, c'est par des petits macs, des petits mecs qui souvent ont à peine 2-3 ans de plus qu'eux, mais qui les prostituent. Et ensuite, elles ont comme une dette vis-à-vis de lui. C'est le même système que dans la traite où tu dois rembourser le fait que tu aies été vendu. Et donc là, c'est la même chose. Tu as des petites, aujourd'hui, au moment où on parle, qui ont 13-14 ans, qui se prostituent, qui font plusieurs passes par jour, parce qu'elles rêvent, en regardant TikTok et Instagram, d'avoir tel sac, telle paire de chaussures ou tel nouveaux yeux avec des fossiles. Et pour ça, pour se payer ça, elles se prostituent. Vous avez aussi le réseau OnlyFans. Bien sûr. Qui, justement, prend des jeunes filles, bon, elles peuvent mentir sur leur âge, peuvent avoir 15-16 ans, et font des choses contre de l'argent, parce que des internautes demanderont toujours plus. Ils demandent une carte d'identité maintenant, suite au problème qu'ils ont eu. Mais ouais. Le temps de réaction était long. Mais ce qui est très nouveau, je trouve, moi, aujourd'hui, c'est que c'est des sujets qu'on pouvait quand même aborder de façon, pas dire simple, parce que le sujet ne s'y prête pas, mais qu'on pouvait aborder dans les années 80, 90, on pouvait avoir des documentaires. Même jusqu'à 2000. Voilà, jusqu'à 2000. Et aujourd'hui, quand vous parlez de pédocriminalité, vous êtes complotiste. J'ai l'impression que les gens découvrent... qui n'a rien. Il y a eu un coup d'arrêêt, mais Myriam, le coup d'arrêt, il a été élevé quand même un petit peu. Non, le coup d'arrêt, il a été donné très clairement avec l'affaire Dutroux. Oui. C'est l'affaire Dutroux qui a fait que... il y avait un avant et un après, ouais. Quand ils ont vu la marche blanche, qui dans plusieurs villes de Belgique, notamment à Bruxelles, plus de 350 000 personnes habillées en blanc, et qui défilaient, qui étaient en colère, parce que le juge Conrad, qui avait été nommé pour éclaircir l'affaire, avait été viré, et qu'il comprenait bien que finalement, on n'aurait jamais le fin mot de l'histoire. Alors là, les choses ont changé partout, y compris en France. On s'est dit, bon, ces histoires-là, on va les mettre un peu sous le tapis, ça va comme ça, d'où après, quelques années plus tard, Outreau. Et à chaque fois... Ça, Outreau, tu y reviens à chaque fois. Hein. Pour toi, c'est... Mais parce que dans les prétoires, c'est ça qui joue. C'est Outreau aujourd'hui, c'est pas Dutroux. Dutroux, c'est le fait de dire, ah non, il n'y a pas d'élite. Il était évident, mais avéré, que Michel Nioul, qui était donc le chef de Dutroux, qui était un bon vivant, un organisateur de parties fines pour le Gotha belge, dedans, il y a quand même un ancien Premier ministre, il y a celui qu'on appelait le Baron Noir, qui est lié aussi aux tueries du Brabant, et tout ça sur fond de chantage, comme dans l'affaire de Epstein. C'est-à-dire que toutes ces soirées-là avec mineurs, où ces chasses, ils organisaient des chasses... Qui a remis en cause la parole de l'enfant, qui a remis en cause Éric Dupond-Moretti. Voilà. Voilà, mais ça faut le dire, ça faut le dire, mais parce que les gens le savent pas. À cause de lui, aujourd'hui, les enfants ne sont pas cons. À cause d'Éric Dupond-Moretti, qui aujourd'hui passe au tribunal, mais qui est toujours ministre. Et surtout, ça te choque d'ailleurs, ça, qu'il soit toujours ministre? Plus rien ne me choque venant de lui. On a pu après, on a eu Benalla, on a eu... il n'y a plus de règles. Amélie, tu disais, on t'a interrompu, après je reviendrai à toi. Je voulais dire, parce qu'il y a eu un documentaire qui, il y a quoi, un an, même pas, quelques mois, qui est sorti sur France 2, sur l'affaire Outreau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, mais j'ai protesté. Et qui était mais scandaleux. Mais alors moi, qui n'étais pas du tout dans ces dossiers de l'affaire Outreau, c'est pas du tout mon sujet d'enquête. Mais moi, qui connaissais un petit peu sur cette affaire, telle qu'elle a été présentée dans la presse à l'époque, la presse qui était encore à peu près indépendante, je vais dire. Ça n'a rien à voir, et surtout, on a fait passer les enfants pour des menteurs. Oui. Enfin, c'est monstrueux ce qui a été fait. Et en même temps, en les reconnaissant en tant que victimes, ce qui est très étrange. Comment peut-on être menteur et victime? Ah si, ils ont chacun reçu
la somme de 20 000 euros en tant que victime, alors que les acquittés ont reçu 300 000 euros. Exactement, ouais. Acquittés dont il faut rappeler, dont il est bon de rappeler que Chérif Delay, un des enfants, m'a expliqué, il a expliqué à d'autres personnes, que sur les 12 acquittés, il voyait 7 acquittés qui étaient coupables, dont il pouvait te dire les noms et qui l'avait violé, quand et comment. Cette période quand même de notre société qui a, je trouve même à des raisons assez souvent mis en avant le respect de la parole des victimes. On se souvient avec MeToo, il fallait croire jusqu'à preuve du contraire. Mais alors quand ça touche la pédophilie, là, la parole de la victime, non, alors là il faut 15 documents administratifs, 18 preuves, 40 témoins oculaires, 8 caméras de surveillance, parce que sinon il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de MeToo enfant. C'est très curieux, il devrait y en avoir un, ça tomberait sous le sens. Eh ben non. Avant de redonner la parole à Myriam, juste le traitement médiatique justement de cette criminalité très spécifique, tu en penses quoi? C'est un problème en France? Bah oui, il est aux abonnés absents. Il consiste en fait à... Comment t'expliques ça? Bah, par la peur de perdre son boulot de la part des journalistes. C'est-à-dire que, bon, déjà, ils ont une idée du journalisme qui n'est pas celle dans laquelle j'ai été élevé, qui consiste en fait à passer 3 coups de fil, à aller déjeuner, à rentrer à la maison à 17h. Tu vois. Mais même il faut quand même reconnaître que c'est un sujet... Bien sûr. C'est un sujet très compliqué et que, enfin, pour le coup, quand vous travaillez sur ce genre de sujet, il faut être blindé. Parce que vous recevez des coups de partout, vous recevez des coups de fil qui ne sont pas forcément très sympathiques et qui prouvent qu'il y a quand même une espèce d'omerta... Toi-même, tu as reçu ce type de coup de fil? D'espèce d'omerta sur ce sujet-là qui, d'ailleurs, moi, me fait dire qu'effectivement, il y a des lièvres à soulever. C'est pas possible de... Macron, il prend ce projet au sérieux quand même, cette lutte contre la criminalité quand même. Non, pas pour toi? Pas une seconde. Qui ça? Macron. Emmanuel Macron. Pourtant, sa femme connaît le sujet. Oui. Pardon. Bon, celle-là, je te la laisse. Si vous avez envie. Non. Chacun se souvient qu'il a fait... Mais là, on n'était plus, c'était au Théâtre ce soir, c'était la Comédie Française. On vous croit. N'ayez plus peur, machin, face caméra, une sorte de petit clip émouvant. Et puis derrière, ça a donné quoi? En gros, rien, si, ça a donné la création de la Civise. Alors, il faut parler de la Civise. C'est donc dirigé par le juge Durand, un collège de spécialistes qui se réunit depuis maintenant 3 ans et qui fait de temps en temps quelques recommandations. Les prochaines vont arriver là dans quelques jours. Je ne sais plus si c'est le 19 ou le 23 novembre. Mais malheureusement, Civise, c'est comme un pot de yaourt, il y a une date de péremption qui est le 31 décembre 2023. Ça veut dire les mecs ont travaillé 3 ans, les mecs et les filles, ont travaillé 3 ans, pourquoi? Pour faire des préconisations qui sont toutes justes. Vous les avez là, je fais encore de la pub, non, vous les avez là, mais il n'y a aucune assurance que le gouvernement en tiendra compte. Aucune assurance que même une seule d'entre elles donnera une loi. Pour l'instant, le seul truc qu'a fait le gouvernement par rapport aux préconisations de la Civise, c'est un spot de pub contre l'inceste. Il n'y a même pas eu un numéro vert. Pas de numéro vert. Oh, il y en a pour les punaises de lit, sans déconner, faites plus fort, quoi, ça va se voir. Un spot de pub. Des flyers. Myriam, Non, moi, ce que est-ce qu'il faut être complotiste aujourd'hui pour dénoncer cette criminalité? Mais être complotiste, c'est quoi? Non, mais je dis ça ironiquement, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que ceux qu'on qualifie de complotistes pour dénoncer cette criminalité. Mais le problème, déjà, en France, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a un rapport avec la sexualité des enfants que j'estime, moi, être vraiment très malsain. Quand on voit les peines encourues à Dijon, un magistrat, un juge des affaires familiales, hein, quand même, à Dijon, confirme, Karl, hein. a proposé les services de sa fille sur un site pédophile de 12 ans. Il travaille toujours. Il a d'abord eu 2 ans, je crois, et puis après 1 mois en sursis. Il ne fait pas de prison et il travaille toujours. Juge aux affaires familiales. Est-ce qu'on se rend bien compte de l'horreur du truc? On voit aussi ce qui s'est passé à l'école avec les nouvelles directives sur la sexualité des enfants qui, moi, m'ont choqué énormément et qui peut-être me feront passer pour une complotiste de base. Mais quand on voit les nouveaux standards de l'OMS
l'OMS et de l'Europe qu'on veut imposer à l'école en apprenant, en expliquant à un enfant de 4 ans, c'est marqué. Moi, je suis encore allée vérifier hier pour m'assurer de ne pas vous dire de bêtises, mais il y a des tableaux où on explique qu'on peut parler masturbation à un enfant de 4 ans. Enfin, moi, je suis extrêmement choquée de ce rapport-là quoi, ça, Karl qu'on a avec la sexualité et qui... effectivement, et contrebalance aussi avec le fait qu'on ne veuille pas, qu'il n'y a pas de, de volonté politique de démanteler des réseaux pédophiles. Et il y a une espèce Ce qui se passe à l'école, c'est une façon, plus tard, de légaliser cette pédophilie. Il faut se dire les choses. Mais bon, on a eu le mariage pour tous. On a si, mais c'est ça, mais évidemment que si. Mais bien sûr que si. On a eu le mariage pour tous, c'est le début, mais voilà ce qui va se passer. J'ai pris un coup de jeune avec Karl ce soir. Alors là, je suis en 80, j'écoute Jean-Marie Le Pen, quoi. Écoute-le. Là, on est trop gauchiste pour toi. Tu vas me parler des Tu peux pas nier ça. Non, mais par contre, ce que je voulais parler, c'était d'Ariane Biran. C'est-à-dire que tu ouvres une boîte de Pandore. Ah oui, c'est tout. Une boîte de Pandore. Alors, il faut écouter, tu as raison, il faut écouter Ariane Biran, qui est la spécialiste du pourfendage des propositions de l'OMS. Moi, j'ai un souvenir perso, c'est que j'ai mis en ligne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, une petite vidéo qui nous vient de Hollande, où une professeure explique à un petit garçon de 4 ans la masturbation. Et après, c'est une petite fille de 8, elle lui dit... Attends, on avait quoi? C'était Daniel Cohn-Bendit qui nous expliquait aussi. Qui caresser les gosses. Par une petite fille, c'était érotico, je sais pas, fantastique. Qui caresse. Non, mais il a parlé de se faire, déshabiller. Non, je diffuse ce truc, qui est un truc officiel, qui vient d'une institution néerlandaise, qui est donc comment on enseigne la sexualité aux enfants. Donc, le petit garçon de 4 ans... Alors, tu te masturbes, mais il sait pas ce qu'on lui dit, il comprend même pas ce qu'on lui dit. Et ensuite, une petite fille, elle veut absolument lui expliquer à quoi sert le clitoris. La petite fille ignorait l'existence du clitoris. Enfin bon, c'est assez... Et c'est retiré, paf. Et là, avertissement, tu connais les avertissements sur YouTube, avertissement dans la seconde. Et alors, je regarde d'où vient l'avertissement. Eh ben, de cette espèce de nébuleuse néerlandaise qui, en fait, dépend directement de l'OMS. Et moi, j'avais juste mis le truc. Genre, sans commentaire. Regardez, voilà exactement vers quoi on va. Et donc, après ça, j'avais fait l'interview d'Ariane Biran, en long, en large et en travers, pour qu'elle nous explique les tenants et les aboutissants de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire au niveau de l'éducation sexuelle de nos gosses. Tu considères qu'il y a une impunité, j'en parlais, un refus de voir la vérité en face? C'est évident. Il y a un secret de polichinelle et à un côté, on n'en parle pas, on ne veut pas de problème. Tu sais aussi, pourquoi on disait tout à l'heure, on parlait du journalisme, mais pourquoi ils n'enquêtent pas, ceux qui sont vraiment? C'est parce qu'ils ne savent pas qui y a dedans, qui y a, je veux dire, au-dessus d'eux, ou qui pourrait avoir un influx éventuel sur leur vie ou sur leur carrière. Ils ne savent pas très bien. Donc ils se méfient, ils ne veulent pas aller aux emmerdements. Que vous n'ayez pas le courage d'aborder le sujet est un truc, mais rien ne vous oblige à aller saborder le travail de ceux qui le font. Alors, c'est quand même autre chose. Oui, moi, tu vois, Pierre Plotu, le mec qui a écrit l'article de Libé sur le film, qui est accessoirement le pigiste. Le film de Navet. Hein. Oui, qui n'a pas vu. Qui est d'ailleurs le mec a fait un article sur moi dont j'avais parlé ici pour dire que j'étais en train de faire des saluts nazis au Nouvel An d'été dernier, alors que j'étais avec mes potes d'Act Up et ma femme. C'était l'année d'avant. Mais non, mais chez moi, tranquillement, à la maison. C'est vraiment hallucinant. Ce type est un escroc, il faut pas avoir peur de le dire. Mais que taille tabasser le travail des autres. Comme tu dis, il y a une impossibilité à parler de ce sujet. Et Sound of Freedom, pour revenir sur le truc, est l'illustration de ça. Encore une fois, quelle est la différence entre ça et Taken? Je la vois pas, la différence. Mais c'est pire que ça. Ils étaient militants. Et c'est pire que ça, c'est pour la cause pédophile. Il faut pas le réduire à un film d'action. Non, mais le pire, c'est que même le message final du film est un message que même moi, je vais te dire, je trouve naïf. Parce que à la fin, qu'est-ce qu'il dit quand on a été à l'avant-première, le réalisateur? Il dit il faut prévenir les pouvoirs publics, il faut prévenir les présidents des différents États pour qu'ils fassent quelque chose. C'est pas la position complotiste. La position complotiste, c'est de te dire Hillary Clinton, elle a un Pizzagate, elle a un machin, elle a un truc. Macron, ils organisent des partous avec des gosses, etc. Donc il a même pas cette position-là. La morale du film, c'est de dire faut alerter les pouvoirs publics, prévenir les présidents de la République et demander à l'ONU de faire quelque chose. Donc au final, t'es même pas sur un message complotiste. En tout cas, vous inspirez déjà beaucoup Ignace, parce que justement, tiens, tu es en train de parler, donc il y a Ignace qui a pensé sans doute à toi avec ce premier dessin. Apprentissage de la sexualité à l'école, je suis une avant-gardiste et je vous laisse deviner de qui il s'agit. Donc voilà pour toi.
La peine capitale pour les pédocriminels, c'est monstrueux. Elle est pour toi. Qui pour défendre les enfants abusés, pitié, pas Dupond-Moretti, justement. Pédophilie, certaines histoires se terminent bien, pas pour tout le monde. Ah, mais décidément, très prolifique sur le couple présidentiel. Les réseaux pédocriminels ont des moyens de se protéger. Child is money. Peut-être finalement ça aussi qu'il faut dire, qu'il y a beaucoup d'argent derrière ça. Hein, car, on a une idée, tiens, de l'économie de ce trafic. C'est la deuxième économie parallèle après la drogue. Ah oui, c'est incroyable ça. Ouais. C'est 740 milliards, je crois, non ? Il s'agit de 2 millions d'enfants. Hein. C'est beaucoup, 2 millions d'enfants. Les francs-maçons veulent dénoncer la pédophilie dans l'Église. Alors celle-là, je t'en laisse la responsabilité, Ignace. De l'affaire Dutroux à l'affaire Doutreau, peu sont au trou. Bon, celle-là aussi, je te la laisse. Oui, l'économie, donc c'est la deuxième économie derrière l'économie de la drogue. Économie parallèle, oui, bah oui, évidemment. Parce que, comme d'ailleurs c'est expliqué dans le film, un enfant peut resservir 5 fois par jour, 10 fois par jour, alors qu'un sachet de drogue, il ne sert qu'une fois. Donc tu peux vendre, si tu vends un enfant, tu le vends évidemment infiniment plus cher que tes kilos de cocaïne. Myriam, oui. Moi, j'aimerais juste préciser quelque chose par rapport à ce qu'a dit Greg. On parle beaucoup des fact-checkers, mais moi, en vrai, je m'en fiche des fact-checkers parce qu'on leur donne l'importance qu'on veut leur donner. Moi, ce qui m'inquiète, et c'est ça que j'ai envie de dénoncer ce soir, et j'en profite que Karl soit là, c'est que même au sein d'institutions comme l'éducation nationale, des choses très graves se passent. On a des professeurs ou des animateurs voilà, qui ont qui font des choses, qui ont des déviances sexuelles sur les enfants, et souvent, au lieu de mettre ces gens de côté, on les transfère dans d'autres établissements, et ça fait des années. En fait, c'est un sujet sur lequel j'ai du mal un peu à rire, excusez-moi, mais c'est un sujet, enfin, c'est des choses qu'il faut dénoncer et avoir le courage de dénoncer. C'est-à-dire que même nos institutions sont catastrophiques, même au niveau juridique, c'est catastrophique, parce que les familles qui sont confrontées à ça se retrouvent face à des policiers, des procureurs, des juges d'instruction qui ne les reçoivent pas de façon accueillante et qui leur permettent de libérer la parole. Donc je crois sincèrement, au-delà de toutes les blagues sur Emmanuel Macron et Brigitte Macron, même si j'en pense pas moins, je crois que c'est quand même un sujet dont doit vraiment s'emparer le politique. S'il y a un sujet en France qui est important, je crois, c'est ça. Vraiment. Et je veux vraiment le dénoncer très fortement. Karl. Bien sûr. J'ai l'impression de m'entendre, c'est tellement évident, et c'est bien que... Carlo Femina. Ouais, c'est Carlo Femina, mais elle a parfaitement compris, ça devrait être l'enjeu numéro 1. On ne devrait parler que de ça. Mais pourquoi c'est pas l'enjeu ? Il faut dire les choses, pourquoi c'est pas l'enjeu ? Parce que si c'était monsieur, madame Dupont en Corrèze qui faisait ça, ben, c'est pas compliqué, ce serait l'enjeu. Mais comme... il faut le dire, c'est plus haut, c'est beaucoup plus haut. Donc là, l'enjeu... Aussi. Donc du coup, quand on parle des réseaux, forcément, ça touche de l'argent, c'est 150 milliards d'euros par an dans le monde. C'est plus que ça. Non, c'est 150 milliards. Karl, dans une précédente rencontre, on avait beaucoup parlé, on avait évoqué cette sordide affaire Lola. Est-ce que tu as pu enquêter sur le sujet ? T'en es où sur cette enquête ? Ah oui, alors bien sûr, bon, c'est un peu long. Je sais que les personnes que j'avais rencontrées, qui étaient donc l'ex-futur mari de Dabiabé, qui a assassiné Lola, et ses 2 sœurs de Dabiabé, m'avaient parlé donc de sorcellerie, de magie arabe, de djinn, enfin tout un univers. J'étais un peu surpris, parce que j'y connaissais rien. Et depuis, j'ai continué à enquêter, en fait, sur ce qu'on appelle la roquia. Et donc j'ai interviewé... C'est quoi la roquia ? Eh bien, la roquia, c'est l'exorcisme musulman. Et donc j'ai rencontré on va dire, le grand prêtre de l'exorcisme musulman, qui exerce de par le monde, qui voyage dans le monde entier, qui est d'origine tunisienne et américaine, et qui avait justement convoqué les djinns. Alors ça va paraître fou ce que je raconte, hein, mais alors les djinns, tu nous rappelles aussi ce que c'est ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. S'il vous plaît. Bon, les djinns, non, c'est pas un vêtement. Les djinns dans l'univers musulman, puisque le Coran en parle,
ce sont des êtres qu'on ne peut pas voir, mais qui existent, qui sont un peu notre équivalent, mais invisible, mais qui vivent autour de nous. Il peut y avoir de bons djinns, de mauvais djinns, et ils peuvent vous influencer en bien ou en mal. Et on s'en sert énormément en magie noire et en sorcellerie, donc y compris en Afrique noire. Autant de choses qu'il est extrêmement difficile d'expliquer aux enquêteurs de l'affaire du meurtre de la petite Lola, parce qu'ils se disent, mais ça c'est des histoires d'arabes, je veux pas le savoir, j'y comprends rien, c'est quoi ces conneries? Et alors que ça joue un rôle extrêmement important. Et ce premier papier, j'ai eu un retour mais massif de la communauté musulmane vivant en France, en disant, ah merci d'en parler, parce que on le sait, mais on ne peut pas en parler, parce qu'on passe pour des fous. Or, c'est leur croyance et pour eux, c'est absolument avéré. C'est comme pour nous. Moi, par exemple, je suis catholique, donc je crois à l'existence des anges. Alors, les musulmans, ils croient aussi aux anges, mais ils croient aux djinns. Nous, on n'a pas les djinns. Alors, on appelle ça, nous, on dirait les démons. Tu vois ? Quand tu as un prêtre exorciste, il vient chasser des démons. Eh bien, eux, dans la Rokia, ils viennent chasser les djinns. Et c'est lié à... Alors, c'est lié. Pourquoi ? Parce que c'est sous l'influence, en fait... Cette Dabia qui était un petit peu en perte de vitesse et qui était se transformait petit à petit en SDF parce qu'elle ne voulait rien foutre et qu'elle vivait au crochet des hommes qu'elle pouvait rencontrer successivement, a rencontré des gens particulièrement étranges qui s'adonnaient à cette forme de sorcellerie. Elle a participé à des sortes de cérémonies et il semble qu'il lui ait été confié une mission parce que les djinns réclament des choses. Et souvent, ils réclament du sang, et ils réclament la mort. Et il semble bien que ce crime ait été un crime rituel. Parce que sinon, il n'y a aucune explication sur ce crime de Lola. C'est une commande qu'ils ont fait ? Oui, c'est en quelque sorte une commande, mais pas dans un but pédophile, dans un but mystique, sacrificiel. Un enfant zouri, en fait, c'est ça dont vous parlez. Exactement, un enfant zouri. Oui, je connais bien. Au Maroc, il y a beaucoup de... il y a ce problème-là. Et donc, pour ceux que ça intéresse, il y a tout un papier là-dessus, avec l'interview de ce... c'est le cheikh, on l'appelle le cheikh. Tu sais que demain, tu as un papeleur du Figaro qui dit que tu crois aux démons et que tu penses que... Non, parce que... Bon, après, ce qu'il dit, je m'en fous, mais c'est juste très intéressant, parce que c'est un univers que je ne connaissais pas. Pour moi, le journalisme, c'est ça. C'est d'aller vers des choses dont on n'entend pas parler. Qu'est-ce que c'est que cet univers-là ? Le mec m'explique. Après, on assiste à une cérémonie comme ça d'exorcisme, où il y a... Alors, satanique. C'est ça, c'est les rites sataniques, c'est exactement la même chose. Voilà, mais vous parlez de ça sur un média mainstream, vous avez l'Arcom qui vous tombe dessus, vous avez les réseaux sociaux qui se déchaînent. Oui, alors vous passez pour un cinglé. Vous passez pour un cinglé, alors que beaucoup... C'est vrai que l'adénogrome, enfin, t'en as parlé, tu l'as cité lors de cette avant-première, t'as cité juste ce mot, ça fait sursauter, hein. Mais ça fait sursauter, je veux dire... Entre nous, tu crois vraiment à ça ? Ce qui a été... Non, attends, je resitue dans le contexte, monsieur. J'en ai parlé parce que Jim Caviezel, l'acteur, il en a parlé dans tous les médias au moment de la sortie. Et ça fait sursauter, évidemment, le réalisateur un petit peu, quand même, au départ. Le réalisateur, oui, c'est pas un film là-dessus. C'est pour ça qu'il a été traité de complotiste, le film. C'est vraiment pour ça. Se prend, encore une fois, l'effet secondaire de ça, mais au départ, sur ce sujet-là. Moi, je n'ai jamais... Honnêtement, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu la preuve ultime que ça puisse exister. Je sais que dans certaines religions, je viens d'en parler, ça joue un rôle, ce sang. Dans des religions beaucoup plus anciennes encore et disparues, ça joue un grand rôle. Donc, je me pose la question. Voilà, je ne sais pas. Oui, vas-y, Amélie. Juste parce que crime rituel, en fait, ça on en parle, parce que c'est un truc de pauvre. Ce dont vous parlez, des crimes de Zouri, que je connais un petit peu, ça, c'est des choses de pauvres. Ce qui est fact-checké, entre guillemets, ce qui est traité de complotiste, c'est dès qu'on parle de réseaux pédocriminels et pédosataniques qui sont dans des sphères un peu plus hautes. Et comme il y a eu l'affaire Boutier, par exemple, qui faisait venir des jeunes femmes, vous avez dû entendre parler, des jeunes femmes marocaines avec sa société, qui étaient très jeunes, tout un trafic comme ça. C'est de ça qui est traité de complotiste. Mais le crime rituel de pauvres musulmans... ça, tout le monde s'en fout. Il y a une obsession à ce que la pédophilie reste une affaire de pauvres. Qui n'enquêtent pas jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils n'enquêtent pas jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans cet univers-là. Cet univers leur paraît à la fois étrange et sans doute faux.
Et donc, il n'enquête pas. Mais en même temps, Dabiabé, elle a vu un psychiatre qui a dit elle n'est pas folle. Donc, mais encore une fois, que les journalistes arrêtent de jouer les experts. Si vous y connaissez rien, vous en parlez pas. Quand vous travaillez sur ce sujet-là, moi j'ai été confrontée à ça. J'ai rencontré des parents qui avaient vécu des drames incommensurables. Je ne sais même pas comment on peut se remettre de ça. Et quand ces parents vous parlent, pourtant moi je suis plutôt ouverte d'esprit. Et même moi, la première, je me dis... excusez-moi, mais vous m'avez l'air sain d'esprit. Mais je vous assure, c'est tellement horrible que j'ai du mal à vous croire. C'est une réalité. Karl, avant de terminer ce premier débat, justement, on voit en lisant toutes ces enquêtes dans ton canard, que ce soit sur Fourniret, Le Landais ou donc Lola, on a l'impression parfois que la police joue aussi un rôle trouble. Pourquoi ça ? Oui, on a parfois l'impression qu'il y a un rôle d'été noir, c'est-à-dire qu'on va, comme si on donnait aux gens, on lance un os au peuple, mais on lance pas tout le gigot. C'est assez étrange. On garde une partie du gigot. C'est là où ça me donne faim, parce que je me dis, il y a des trucs à gratter, c'est intéressant. Pourquoi qu'est-ce qu'on cherche à cacher ? Mais prenons l'exemple de Fourniret. Fourniret n'arrêtait pas d'écrire des trucs francs-maçons dans ses lettres. Il envoie des lettres à la terre entière quand il était en prison. Et donc j'ai juste dit, il faudrait vérifier s'il n'a pas été franc-maçon. Puis on a découvert qu'il était franc-maçon et même protégé par un grand maître d'une loge qui lui filait du pognon quand il était en prison. Et le mec le reconnaît, le grand maître en question. Donc ça veut bien dire qu'il y a des éléments dans cette histoire qu'on ne connaît pas. C'est très intéressant. Il y a un château, Fourniret. Mais ça ne veut pas dire que que tous les francs-macs sont des pédophiles et des amis de Fourniret. Ça veut dire qu'il est possible que chez les francs-macs, on ait protégé des gens pour des raisons... Peut-être que lui rendait des services, Fourniret. Peut-être que lui avait travaillé pour eux dans d'autres domaines. Tout est possible. Puis je vous rappelle que toutes ces affaires de pédocriminalité, c'est très souvent lié à du chantage sexuel. Il y a des vidéos, il y a des photos qui vont servir par la suite. Et ça, ce sont des techniques que les réseaux occultes affectionnent, évidemment. Allez, on conclut là-dessus. Juste Myriam, une dernière rapidement. chose quand même que j'aimerais dire. En France, donc on a des grosses institutions qui font un peu la pluie et le beau temps sur diverses professions. Et il y en a une qui s'appelle l'Ordre des médecins. Moi, j'aimerais juste dire que l'Ordre des médecins, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils s'opposent à ce qu'on mette. Alors, ils sont pour l'obligation vaccinale, mais ils s'opposent à ce que les médecins, on oblige les médecins à déclarer les signalements de pédophilie, d'inceste, etc. Il y a une femme dont j'ai oublié le nom, peut-être que tu t'en souviens, qui lutte depuis... Eugénie Izard. Qui lutte depuis des années pour ça. Ça fait 20 ans et l'Ordre de médecins s'y oppose. Ce qui fait qu'en fait, et souvent ils s'y opposent parce que quand ils le font, ils se prennent tout un tas de sauts d'insultes et de discrédits. 3 mois de mise à pied à chaque fois. Voilà, sur la tête. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a que 5% des actes pédophiles et incestueux qui sont déclarés par les médecins. Et plein de médecins qui te disent, alors en off et les yeux dans les yeux, j'ai jamais osé le faire, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Voilà. Alors qu'ils savent pertinemment, ils voient bien l'enfant, ils voient l'état physique de l'enfant, mais ils décident de se taire parce qu'ils veulent pas d'emmerdement. C'est important aussi de dénoncer ce genre de choses. Voilà. Eh bien, c'est dit. Merci Myriam. Voilà pour la fin de ce premier débat. Merci Karl. On enchaîne tout de suite sur l'interview Confidence. Avec Aper, sortez des marques woke. Interview confession, avant ta pause cigarette, tu vas aller la fumer ta clope. C'est très simple, très simple. Des petites questions, des réponses tout aussi rapides. On commence avec la première. Très bien. Quel personnage historique aimeriez-vous être? Tu l'es déjà. Karl Zéro. Mais l'autre, le mytho. Je sais pas. Alors là, ça dépend vraiment des jours. Ça dépend comment tu te réveilles. Il y a des jours, tu te sens Napoléon, et il y a des jours, tu te sens, je sais pas, un pauvre clébard. Donc, je sais pas. Allez, deuxième question. Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous? Oh non, pas. Il allait dire, êtes-vous satisfait de votre physique? Mais non, l'image. Mon physique, je m'en tape, et l'image qu'on donne de moi,
Bah là, vous avez été très sympa avec moi quand vous... Attends, t'as pas vu ce qu'on est Non, barré. mais d'accord. Mais l'image, par exemple, que donnent certains fact-checkers ou certains allumés sur Twitter ou ailleurs... Parlez-moi même au mal du moment qu'on parle de moi, quoi. Non, mais j'aime pas trop. Si tu veux. Non, ça m'agace. Ah, quand même. Oui. Il y a un petit cœur là-dessous, quand même. Oui, il y a un petit cœur qui est encore Ça là. discrédite le travail, donc moi je te comprends. Oui, c'est un peu Quand t'as chiant. Pascal Pro qui un peu te contredit de manière virulente dans l'heure des pros sur CNews, on te sentait un petit peu qui te bouscule. Oui, monsieur, faut dire, je lui avais parlé de franc-maçon, il était hors de lui, quoi. Tu vois, Pourquoi Il s'y attendait tellement pas que. Bonne question. Tu vois, il était plus étanche, quoi. Et pourquoi, d'après toi? Parce qu'il l'est. Ah, d'accord. Eh ben, écoutez, c'est du scoop, ça. T'as des preuves de ça? Ça crève les yeux, quoi. Quand un mec, justement, n'est plus étanche parce que tu lui parles de ça et qu'il se met à faire des regards comme ça, c'est qu'il y a un problème. Pascal, si tu nous regardes. Allez, question suivante. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? C'est le jour où j'ai rencontré mon épouse, Daisy. Qui est là, en coulisses. On peut l'applaudir. Allez. Daisy, d'ailleurs, peut-être que, justement, c'est toi qui as pris la lumière un moment un peu plus qu'elle, parce qu'elle était plus dans l'ombre. Enfin, elle était au départ prédestinée à être aussi dans la lumière, et elle s'est effacée un peu pour... oui, c'est très, très patriarcal, ce que je vais dire, mais ça s'est produit comme ça. C'est un choix, me dit-elle de loin. Ah, c'est un choix. Non, c'est vrai que... Non, moi, jeune, je voulais être une vedette. T'imagines le con, quoi. Mais je voulais être... Enfin, tu voulais être qui? Beaucoup plus haut que ce que j'ai été. Moi, je voulais être Elvis, je voulais être Mourouzi, n'importe qui, tu vois. Non, je voulais être une vedette. Après, quand j'ai été une vedette, je me suis dit, c'est ça, vedette? Bon, finalement, je m'en branle. Ça te fait plaisir quand on te reconnaît, parce que ta popularité, elle est quasiment toujours intacte. Non, ce qui me fait plaisir, c'est quand on me reconnaît pour de bonnes raisons. Salaud. Non, salaud, c'est une bonne raison. Tu vois, on peut être contre mon combat. Mais si on me reconnaît pour... je vous ai énormément aimé il y a 20 ans, tu vois, ça m'emmerde. Toujours aucun regret. L'affaire Bodis, on en avait parlé, je sais que c'est le sujet tabou. Moins que jamais. Aucun regret. Aucun, non. Ouais. Pas de culpabilité, rien. Enfin... Ah non, tu vas pas me dire de nouveau. Quoi? Je vais recommencer. Non, c'est bon. Non, mais enfin, tout le monde a compris que je n'en avais aucune. D'accord. Question suivante. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? Si je dis les évangiles, tu vas dire il est catho, mais je suis catho. Et c'est bien que tu le dises, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent le dire, ça, aujourd'hui. Moi, Bolloré, peut-être, non? Moi, je sais pas, en tout cas... Je sais pas si... Oui, Bolloré, peut-être, mais je ne connais pas Bolloré, donc... C'est marrant, parce que ce film, il aurait pu être distribué, on dit que souvent... C'est ce qu'a dit Libération. Hein. Ils ont dit qu'il est une proche de Bolloré. C'est le premier argument, d'ailleurs. C'est le diable fake news ou pas fake news? Moi, j'ai demandé à Hubert de Torcy, le distributeur, il m'a dit pas du tout. Donc... je sais pas. Et ça a été déjà préacheté par des télés? Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour on le verra à la télé? Sur la France, je sais pas. Je t'ai dit, c'est Amazon Prime qui l'a racheté pour très très cher aux États-Unis. Je sais pas si du coup ils ont fait un deal mondial. Voilà. Donc, sinon, j'imagine bien sûr que Bolloré l'achèterait pour Canal. Allez, est-ce qu'il y a encore une question en stock? Je sais même plus. Je les ai pas comptées. Eh ben non. Allez, il y en a une dernière. Quel souvenir souhaitez-vous que l'on garde de vous? C'est la partie nécro, là. C'est la partie épitaphe. Dans ce que j'ai pas essayé d'être autre chose que ce que je suis. Et que j'ai fait exactement ce qui me semblait bien au moment où je l'ai fait. Allez, tu l'as gagné ta cigarette. Pause cigarette et on enchaîne immédiatement. La liberté d'expression, le combat du siècle. Quel doit être le rôle des médias dans le traitement de l'information? Peut-on dénoncer le pire sans être traité de complotiste? Allez, la pause cigarette, c'était 3 tapes. Hein. Allez. Sinon, Martial, il est derrière, il va m'engueuler, il va pas être content. Quel Martial? Martial Bild, le directeur général de TV Liberté. TV. Martial Bild? Ouais, Martial Bild. Tu sais que j'ai un passif énorme avec lui. Mais non. Ah bah si. Ah bah alors là... Martial. En 2002. Mais non. En 2002, monsieur Bild, si vous nous regardez, où est-ce qu'il est, monsieur Bild? Il doit être caché quelque part, je le vois pas. Je suis là. Ah, il est en régie, on me dit. Il est en régie? Oui. Bon, bah alors en 2002, non mais c'est...
on va dire, il y a prescription. Mais enfin, à l'époque, donc, c'était le vrai journal sur Canal+, et c'était les élections en 2002. Donc, c'était quotidien, en direct, le vrai journal de la présidentielle. Le CSA, l'ancêtre de l'Arcom, nous obligeait à recevoir chaque candidat. Et moi, j'avais fait un vœu, c'est de ne jamais recevoir Jean-Marie Le Pen. Et pourquoi donc, tu avais fait ça, d'ailleurs? Mais j'avais fait ça parce que je considérais que les idées de Jean-Marie Le Pen étaient infréquentables et inacceptables, et que le faire passer à la télé, c'était lui donner du retentissement. Même Laurent Tapie, que j'ai eu là récemment, a reconnu que lors de son débat Tapie-Le Pen, finalement, avec le recul, sur le fond, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait... Oui, mais avec le recul, on peut, tu dire pas des ça tas de trucs. Sur certains... Il était jeune, il était de gauche. Non, attends. Non, il était... enfin, moi... Si tu parlais de Karl ou de... C'était... Oui, pas de Le Pen, non. Il était ni jeune, ni de gauche. Il n'a jamais été jeune, encore moins de gauche. Mais bon, en tout cas, dans un geste tout à fait théâtral et en direct, c'est ça qui est assez drôle, je dis, politique de la chaise vide, je me casse. Et il va s'auto-interviewer. Pas du tout. Il arrive avec Martial Bild, qui prend ma place et qui l'interviewe sur les 5 minutes de temps d'antenne obligatoire. Incroyable. J'ai même jamais revu Martial Bild. Eh ben écoute, c'est un peu sacrée soirée. C'est un peu sacrée soirée quoi. Comme quoi. Ah, il arrive, on me dit qu'il arrive. Et ben voilà, Martial Bild, et ben voilà. Alors ça, c'était pas préparé. Non. En fait, ce que vous n'aimez pas, c'est que ce jour-là, j'ai été meilleur que vous. Voilà, donc le dire, et c'était pas préparé, hein. Mais alors attends, moi j'aimerais une seconde. J'aimerais quand même qu'on s'arrête. Est-ce que toi, qui es justement le champ de la liberté d'expression, est-ce qu'avec le recul quand même, c'est pas incroyable que c'était Anne Sinclair aussi qui était comme toi, qui s'interdisait de recevoir Jean-Marie Le Pen? Je sais pas si elle le faisait, moi, en tout cas, j'avais dit dès le départ. C'est bizarre, ça c'est pas très cohérent, je trouve, avec ta conception de la liberté d'expression, qui est le sujet de ce débat en plus. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'interviewerais toujours pas Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, d'abord, il est un petit peu fatigué maintenant, Jean-Marie Le Pen. J'ai vu que Berkoff l'a interviewé. Ouais, enfin, t'as vu dans quel état il est, moi ça. Il a 95 ans, hein, je te souhaite d'être à l'âge qu'il a, si on est tous Dieu dans sait le que je même l'aimais état. pas du tout, mais ça m'a fait de la peine de le voir dans cet état-là malgré tout, tu vois. Mais humainement. Après, j'ai jamais adhéré à ses idées, j'ai le droit. J'ai le droit de pas être facho. Mais tu considères qu'il est facho? Évidemment qu'il est facho. Si Le Pen n'est pas facho, je ne vois pas qu'il est facho, quoi. C'est quoi être facho aujourd'hui? C'est quoi être facho aujourd'hui? C'est toujours les mêmes, non? Zemmour est plus facho que, par exemple, ton ami Zemmour. Mais pas du tout. Mais je sais pas si beaucoup plus facho que Marine Le Pen, qui m'a heureusement surprise par rapport à la pédocriminalité. C'est à peu près la seule qui a vraiment des propositions, des idées, qui a suivi le dossier, qui parle de ce qu'elle connaît. Mais là encore, elle était dans 1 sur 5 face au candidat, qui était la suite du film 1 sur 5 contre la pédocriminalité, et je ne suis pas allé l'interviewer. Et ça, c'est quand même, excuse-moi, là encore, non, je comprends pas. Là, appelle ça une vendetta, une querelle. Mais tu considères qui remonte assez est-ce loin. Que tu vas jusqu'à penser que, je ne sais pas, 30% dans les instituts de sondage, des gens qui votent chacun a le droit, sont des fachos, c'est ça? Chacun a le droit de penser absolument ce qu'il veut. C'est ça ce que tu veux dire en subliminal. Chacun a le droit de penser exactement ce qu'il veut. Personnellement, je ne me sens pas proche. Tu vas me dire, tu te sens proche de qui? De personne. Mais en tout cas, pas d'eux. Mais est-ce que tu considères que eux, comme tu dis, de manière si respectueuse, ces gens-là, monsieur. Voilà. Tu considères quoi, que c'est des salauds? Pas du tout. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils se trompent. Et s'ils sont un jour majoritaires dans ce pays, tu diras quoi? Je serai en prison. Et si un jour Marine Le Pen est élue présidente de la République, je serai en prison. Pourquoi tu seras en prison? Non, je connais Mike maintenant, donc je pourrais dire je connais Mike. Moi j'ai la carte, donc c'est bon. Non, mais tu regrettes pas, voilà, c'est intéressant, tu regrettes pas avec le recul. Tu penses pas que sur certaines choses, Jean-Marie Le Pen pouvait avoir eu raison? Non. Je pense qu'il avait été mis là par Mitterrand pour... Non, c'était un calcul de la part de Mitterrand pour affaiblir durablement la droite. Et voilà, c'est tout. Et c'est allé bien au-delà des espérances de Mitterrand. Et on y va direct. Si c'est ça la question, est-ce qu'elle sera élue? Au jour d'aujourd'hui, je vois pas qui d'autre peut être élu. Que ça fasse la joie de mes nuits, je te dirais que c'est pas le cas. Mais voilà.
Mais aujourd'hui, le facho, c'est Macron, faut dire les choses. Parce que Macron, regardez, c'est quand même lui qui est dans cette contrôle. C'est une autre forme de fascisme. Bah oui, c'est un fascisme. C'est une autre forme de fascisme. Parce que qu'est-ce que c'est le fascisme? C'est comme disait, je vais citer Maurras, c'est un fascisme capitaliste. Un socialisme sans la démocratie. Et c'est ce que fait aujourd'hui Macron. C'est-à-dire que... Bah si, c'est ça. Bah, c'est 49-3 quand même. Hein. 15. Bon, on va revenir c'est ça, le au fascisme. thème du débat. Donc la liberté d'expression, juste avant. Le fascisme historique, c'est celui du fascisme européen. C'est pas le fascisme nationaliste, c'est le fascisme européen. C'est celui de De Grelle qui disait sans l'Europe, sans Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe plus tôt. C'est tous ces gens qui se branlent sur une superstructure. J'aimerais qu'on revienne à toi, là, le sujet de la liberté d'expression, justement. Est-ce que tu as fait l'objet de menaces dans l'exercice? Oui, tiens, justement, de la part de... De qui? Des affidés de M. Le Pen. Mais c'est-à-dire qui, précisément? Des groupuscules, des excités. Alors, on recevait des petits cercueils, des rats morts, Et ça veut dire que c'est très tendu. Les premières années du vrai journal, le rapport avec le FN était très très tendu. Parce qu'on envoyait des équipes et qu'il y avait à chaque fois des bagarres avec... Comment ça s'appelait ce service de sécurité, la DPI, je ne sais plus comment ça... Ils avaient des mastards, tu vois, là, il y avait des bagarres et tout, on était vraiment opposés. On les agaçait parce que l'axe qu'on avait sur Jean-Marie Le Pen, c'était pas du tout de dire... C'était de parler de lui sans l'inviter, quoi. C'était pas de dénoncer le fait qu'il soit potentiellement raciste ou tout ça. C'était le fait de s'intéresser à ses affaires, comment le fameux héritage des cimenteries Lambert, l'affaire Julien Le Sabazek, qui était un mec qui avait donné sa fortune, et il lui avait même pas fait une tombe. Donc c'était des trucs comme ça, si tu veux, on attaquait là où ça faisait mal, donc ça l'agaçait, voilà. Et après, quand elle l'a quitté, Pierrette, son épouse, sa première épouse, qui a fait de la couve de... Celle qui a posé dans lui, dans Playboy, je crois. Playboy. Ah, Playboy. Elle m'a donné une interview où là, elle racontait un peu l'éducation des filles, interview que j'ai diffusée à l'époque et que j'ai remis sur ma chaîne, et là, elle m'a attaqué. Ah. Ouais, alors que j'avais le papier signé comme quoi elle me donnait tout droit de diffusion, mais elle n'avait pas envie de le revoir. Je l'ai mis en 2015. Et elle m'a attaqué, elle m'a réclamé 800 000 euros. 800 000 euros. Finalement, elle a perdu. Et elle a été condamnée à payer 3 000 euros. Et d'ailleurs, j'en profite, elle me doit encore la moitié parce qu'elle n'a pas de thune. Mais je ne vais pas être méchant, donc c'est bon. Voilà, donc tu vois, il y a un passif énorme. Bah ouais, je découvre ça, moi. Ouais. Bah, tu m'inviteras plus. Ah ben pas du tout, la preuve ici, tout le monde a voix au chapitre, c'est justement... Non, c'est contrairement à d'autres. Hein. Non, mais moi je dis exactement les choses comme elles sont. Si tu veux, je raconte les choses comme elles se sont passées et ce que j'en pense au jour d'aujourd'hui, voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'au-delà de ça, et on le voit dans le contexte particulièrement sensible qu'on vit en ce moment avec le conflit israélo-palestinien, tu vois par exemple Guillaume Meurice, l'humoriste de France Inter, là, qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Toi, ça te choque ou ça te choque pas qu'on puisse... tu sais, qui a traité Netanyahou de nazi sans prépuce? Ça, c'est un truc qu'on aurait fait à Canal+, qui passait crème, quoi. Bruno Gassio le soutient, et puis il y a beaucoup de gens quand même qui... Je veux dire, pourquoi il est emmerdé pour ça maintenant? Ah oui, il est un peu emmerdé, ouais. Il a eu un avertissement, il a dit qu'il allait le contester en justice. C'est un gars, moi je trouve que c'est un humour un peu politiquement correct, en fait, le sien. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'oserait peut-être pas le faire sur d'autres religions. Sous des dehors, il est quand même assez très France Inter. Et c'est un humour France Inter. D'ailleurs, un peu à fleur et moucheté, quoi. C'est pas un truc, tu vois. Alors, il pas trop de risques. Non, alors donc ça n'a pas plu de comparer Netanyahou à un nazi, c'est ça? Sans prépuce, Sans prépuce. Oui, sans prépuce, ça c'est un peu antisémite. Mais nazi, Netanyahou un peu aussi quand même, hein, tu vois, ce qu'il fait c'est dur. Donc, non, quand je te dis... jusqu'à dire ça, Netanyahou, toi, aujourd'hui? Des vannes comme ça, c'était notre quotidien... On se grattait la tête, d'ailleurs j'ai plus de cheveux, pour en trouver tous les jours, dans nulle part ailleurs. Mais tu vois, sur le terme là, justement, nazi, Netanyahou, toi, c'est quelque chose que tu pourrais dire pour qualifier Netanyahou? Non, parce que c'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, tu vois, on ne peut pas courir 100 000 lièvres à la fois. J'en cours un, qui est... t'en fais un peu quand même, malgré tout, de la politique, même si c'est sur un sujet où on est tous d'accord, mais malgré tout, t'en fais, puisque tu donnes des bons et des mauvais points, Karl. Oui, mais dans un domaine qui concerne la protection de l'enfance. Sur le reste, j'ai pas à m'étendre, sinon il faudrait 10 vies.
C'est trop compliqué, si tu veux. Après qu'il ait dit ça, moi, je trouve pas ça particulièrement choquant, hein, franchement. Mais bon, voilà, tu me demandes mon avis. Il y a des limites pour toi, la liberté d'expression ou pas? Non. Non, après, tout le monde n'est pas obligé d'écouter, c'est toujours pareil. Hein. Ni de recevoir, puisque toi, voilà. Il y a des recevoir. Gens, en interview, des gens. Ah oui. Tu parles à l'époque. Il y a quand même un peu bulot qui est la question du service public, parce que quand tu refuses de recevoir Le Pen, t'es pas service public. Non, mais lui, il était sur Canal à l'époque. Oui, t'es pas service public. En plus, t'es du privé payant. Donc, moi, ça me choque quand le service public ne reçoit pas Le Pen pour une élection. Quand c'est du privé, c'est du privé. Bah non, les privés, ils ont les mêmes règles que le public. Non, mais je parle de morale. Toujours à côté. Je parle pas d'égalité, je parle de morale. Campagne électorale. Ça ne me choque pas. Mais quand un Ruquier dit sur France 2, je ne recevrai jamais Jean-Marie Le Pen à mon émission, là, ça me choque un peu plus parce qu'il a une responsabilité de service public et que tu as 25% de l'électorat qui a le droit d'écouter son candidat. Bah, le pauvre, il fait moins de vues que nous sur BFM en ce moment à 20h, donc on va l'épargner. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu sens qu'il y a véritablement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, une omerta, ou on le disait sur le sujet de la pédocriminalité, tu penses que les journalistes s'autocensurent, qu'ils ne peuvent pas en parler librement? Bah, sinon, ils le feraient. Et ils sortiraient des enquêtes, ils travailleraient, ils s'y intéresseraient réellement. L'envers des affaires, donc, voilà, nulle part. Non, c'est pas que ça les intéresse pas. Ils sont ravis, si j'en croise un, d'avoir des petits ragots, des petits trucs, de savoir un peu qui dit quoi, qui fait quoi, qui couche avec qui a des goûts bizarres. Mais par contre, en faire état, jamais. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de liberté d'informer ou de liberté d'expression. Justement, et ton regard sur l'état de la liberté d'expression en France aujourd'hui, on a reculé par rapport à ton époque ou pas? Ah oui. D'abord, ne dis pas de ton époque, c'est très, très humiliant, quoi. Je ne suis pas de 1860. À chaque fois, il y avait une ouverture de bouteille de Charles Mathieu. Ouais. J'aimerais qu'on applaudisse Charles Mathieu, d'ailleurs, au passage, parce que... C'est un talent pour faire une ouverture de bouteille très synchro. Au pire moment. Vraiment, c'est au moment les plus graves. Mais alors, en tant qu'hibernatus, je te réponds, je pense qu'il y avait Alain de Greff, c'est ça, t'avais été Il y avait de Greff, mais partout, il y avait une liberté de ton extraordinaire. On pouvait dire ce qu'on voulait. Même vanter la pédophilie, hein, souvenez-vous, Maznev, etc. La tribune, c'était dans Libération. Dans Libération, on parlait Cohn-Bendit. Nathalie Reims, elle en avait d'ailleurs parlé de son expérience à elle, par rapport, elle venant d'une famille... Là, ça allait un peu loin. Ça allait peut-être un peu loin, mais en tout cas, à l'époque... T'en as croisé des signataires de cette pétition, je sais pas, au hasard, il y avait qui? Il n'y avait pas Jack Lang, je crois? Si, il y avait Jack Lang, évidemment. Il y avait qui? Il y avait... Jack Lang... Depuis que j'ai arrêté le vrai journal, des coups, il est venu comme invité, tu vois. Alors, il y en a même qui s'en servent, ils republient des photos de moi à côté de Jack Lang en me disant c'est son meilleur ami. Mais putain, je l'ai interviewé 2 fois dans ma vie, quand même pas déconner. Mais des photos de moi, il y en a avec tout le monde, en fait. Tu peux monter une histoire comme ça, c'est facile. Avec Marcel Bill ce soir. Depuis ce soir, la première. Mais là, il était plus gentil qu'il y a 21 ans. Oh non, je doute que même il y a 21 ans, Martial, il n'a pas pu... Tu vois, c'est ça le truc. Il était un peu excité à l'époque. Ah bon? Oui. Je peux poser il va revenir, hein, Martial, si tu nous écoutes. Comme vous étiez à Canal+, est-ce que, moi qui travaille justement sur les médias et qui vois un petit peu l'évolution de la censure et de l'autocensure, il y a un événement quand même qui pour moi a été marquant sur la liberté de ton à la télévision, c'est la censure des guignols de l'info. Et je me demandais si vous avez, de votre expérience, est-ce que vous avez l'impression que, quand même, depuis le rachat, c'est quand même Bolloré, depuis cette censure qui a été aussi faite par le Bolloré au-delà de Sarkozy, est-ce qu'on n'a pas basculé quand même au niveau de la télévision? Est-ce que ça n'a pas été un moment de bascule où avant il y avait quand même plus de liberté de ton, je trouve que... Oui, en fait, ça s'est produit plusieurs fois ce que tu racontes. Au moment, évidemment, de la reprise en main par Bolloré, en fait, cet humour des guignols l'insupportait parce qu'il est hérité d'une certaine façon de mai 68. Et donc... T'en penses quoi de Bolloré, toi? C'est ce que... attends... justement, mais non, mais ça m'a... Vas-y, je suis impatient. Vas-y. Tu es comme ça avec les femmes? Je te laisse... Allez, accouche. Tu m'interromps, je t'interromps aussi. Donc, moi j'ai vécu plusieurs périodes comme ça dans ma vie où tout d'un coup on avait moins le droit de rigoler. Je me souviens que pendant la première cohabitation, c'est-à-dire là c'est pour les anciens, 86-88, il y avait moins le droit de rigoler. Ensuite la deuxième arrivée de Balladur, là,
encore moins le droit de rigoler. Et effectivement, on peut dire qu'avec... mais enfin, un Canal, c'était spécial. C'est même bien avant Bolloré qu'on avait moins le droit de rigoler. Hein. À partir du moment où De Greff a disparu, et dans de moindres proportions. Mais qu'est-ce que c'est pas surtout, voilà, J'aimerais quand même dire un truc, parce que je vais me faire défoncer, tant pis, hein, c'est pas grave, mais on accable tout le temps Bolloré, on va dire oui, t'es sur C8, nanana. Bon, on rappelle que tu es chroniqueuse chez Hanouna. Ouais, d'accord, mais franchement, moi qui ai connu plusieurs groupes de presse, etc., je sais pas si la censure est plus chez Bolloré ou ailleurs. Enfin, moi, ça a été, je trouve que la rigueur, c'est l'un des groupes. Travailler chez Lagardère, c'est ça? Peu importe, c'est l'un des groupes. Non, Lagardère, maintenant c'est Bolloré. Mais bon, c'est pas, peu importe, je ne parle pas forcément de l'ancien groupe de presse où je travaillais, mais aujourd'hui, moi, là où j'ai plus eu accès et pu plus parler, c'est chez Bolloré. Donc, tu allais dire chez TV Liberté. Je suis d'accord en fait parce que... Non, mais TV Liberté, voilà, c'est TV Liberté. C'est comme tout groupe, il y a des mots d'ordre. Non, mais la France quand tu regardes CNews, il est clair qu'il y a 2-3 mots d'ordre et que donc... c'est quoi les mots d'ordre? C'est quoi selon toi les mots d'ordre? C'est quoi les mots d'ordre selon toi? Tu parlais du Rassemblement National, c'est de le rendre de plus en plus sympathique. C'est évident, quand tu regardes la chaîne, c'est vraiment une chaîne... Mais tu crois pas que ça peut être l'opinion publique générale? C'est une partie de l'opinion. Quand tu regardes BFM, il y a également des mots d'ordre. Et t'es en train de t'éloigner de l'opinion publique sur BFM. Non, c'est une autre opinion publique. D'accord. Faut quand même prendre... Excuse-moi, Karl, mais il faut quand même prendre conscience qu'on est en 2023, que le Front National, le RN, c'est pas la même chose que sous Jean-Marie Le Pen, que moi, tous les rapports gauche-droite ont été complètement... Non, il fait la moue, là, Karl. Toi, tu considères qu'il n'y a pas tellement de changements, justement, Karl. Tous les trucs ont été complètement éclatés. Le RN versus le FN. On a pu se rendre compte, et on a juste fini, on a pu se rendre compte quand même chez certains hommes de gauche, on va dire à chaque fois que je te tourne en boucle là-dessus, mais pendant la crise sanitaire, on a pu se rendre compte chez certains hommes de gauche qu'ils étaient pires que les fachos, qu'on dit fachos, et qui sont soi-disant au RN. Donc je tenais quand même à le dire. Moi, je trouve que les choses ont quand même changé. Le rapport gauche-droite a complètement éclaté, et moi, personnellement, je ne me situe ni à gauche ni à droite, je me situe nulle part, parce que je ne me reconnais dans rien. Tu ne trouves pas qu'il y a eu du changement entre le FN version Jean-Marie Le Pen et le RN version Marine Le Pen, toi? Mais si, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu. C'est beaucoup plus présentable. Il y a souvent... non, mais c'est plus présentable, mais sur le fond, tu ne crois pas qu'il y ait d'inflexion? Sur le fond, je ne dirais pas que je demande à voir, parce que j'ai aucune envie de voir, mais je ne suis pas persuadé que, justement, en voulant à tout prix se dédiaboliser, ils ne se soient pas eux-mêmes coupés les couilles, si tant est qu'ils en aient eu, mais je crois qu'ils voulaient les revendiquer, et que du coup, je ne vois pas quelle politique ils feront réellement, en vrai. C'est-à-dire, est-ce que ça sera celle qu'aurait voulu l'ancêtre, Jean-Marie? Là, c'était clair. J'étais contre, mais c'était clair. Là, c'est moins clair. Ils sont un peu... C'est Mélanie, on a l'exemple, ce sera du Mélanie. Voilà, et à peine élu. Voilà. Je vais voir Ursula, je lui fais un bisou et je me couche. On le voit déjà à l'Assemblée nationale, on n'a même pas besoin d'attendre... Je ne suis pas persuadé que... Sur le thème de la liberté d'expression, tu voudrais une liberté d'expression entière comme aux États-Unis. C'est quoi ton modèle? Parce que oui, la plus totale possible. C'est les États-Unis pour toi. C'est pas les États-Unis, c'est que je voudrais par exemple qu'au moins les médias, après tout, c'est leur problème. Les médias, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Ça appartient à des milliardaires. Ils donnent des mots d'ordre. Le Drahi d'un côté, le Bolloré de l'autre, machin. Bon, France Télévisions est une espèce de truc mollasson, plutôt gaucho, bizarre. Bon. Voilà, c'est une inanité en fait généralisée. Donc ce que je voudrais par contre, c'est que la liberté de ton sur les médias, les petits médias qu'on nous a laissés à nous les complotistes, reste libre. Et autant sur Twitter, j'ai pas à me plaindre, autant sur YouTube, c'est très contrôlé, Facebook très contrôlé, et on sent que petit à petit, l'espace de liberté, et puis il y a cette espèce de vieux fou là qui ne sert à rien, Thierry Breton, qui veut absolument arrêter tout ça, parce qu'il se dit, oh là là, il va en sortir que du mauvais. Notre humoriste européen. Non, mais à lui, c'est pas possible. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on puisse continuer, sinon on a vraiment... Mais je sais pas comment les gens vont s'informer. Oui, mais ce dont on ne parle pas, c'est aussi le grand public. C'est-à-dire que le grand public lui-même est très politiquement correct. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose qui dépasse une ligne... Non, il réagit à ce qu'on lui donne. Non, mais c'est pas vrai. Les gens, du coup, ils vont écrire, ils vont dire « Ah ouais, mais regardez, Carl Zero l'a dit ça, sur notre corporation, c'est pas bien, on n'est pas content, ça nous fait mal. » Non, c'est faux ce que tu dis. Non, si, c'est une réelle... Non, mais c'est faux parce qu'on le voit en termes d'audience. Oui, sinon... Il y a vraiment, pour de
le grand public s'insurge, par exemple, il signale, des fois il signale, il fait des signalements à l'Arcom quand il se passe des choses. Mais non, le grand public, il se lève le matin, il va bosser, il fait pas des signalements à l'Arcom. Par exemple, sur les il y a des grands les gens leurres font des signalements. Mais c'est une petite. Tu peux pas parler du grand public en parlant de certains. Si demain sur TF1, on fait une émission genre bistrot et on va se dire ce qu'on se dit là, tu auras la ménagère de moins de 50 ans qui va dire oh mais c'est un scandale, tout ce qu'ils se sont dit. Non, tu auras Libération qui va faire un article pour dire que la ménagère de moins de 50 ans trouve que c'est un scandale. De plus en plus, les gens aujourd'hui, hors de nos milieux, sont de plus en plus politiquement corrects. Bah si, c'est vrai. Sors un peu de chez toi, tu verras que c'est une réalité. Tu me fais le coup du sors de chez toi. Oui, tu sors de chez toi. Roselyne, tu me fais ce coup-là. T'es allé dans les Hauts-de-Seine, tu t'es embourgeoisé, donc du coup, c'est pas bon. Donc tu sors de chez toi, tu vas un peu voir. Je vis dans 26 mètres carrés, je vas dans les manifestations, tu vas dans la rue, va à l'épicier, puis tu leur poses des questions, puis tu verras que ce que je te dis, c'est une réalité. Aujourd'hui, tu regardes plus du tout la télé, toi, Karl. Regarde Canal à l'époque. S'il y avait une émission où tu rêverais. Bon, les amis, on va vous laisser entre vous. Karl, si aujourd'hui tu devais refaire de la télé, l'émission de tes rêves, ce serait laquelle tu referais quoi? Tu referais. Aucune. Ah, aucune. Non. Mais non, parce que quand tu fais de la télé aujourd'hui, tu dois obéir. Tu dois commencer par obéir. Tu dois être content d'avoir ce que tu as. Tu es dans le système, alors comme disait De Greef, dans le système, il fait chaud. Et dehors, il fait froid. Méfie-toi. Mais t'as chaud, mais t'es un vendu. Donc, je veux dire... Puis t'as quand même excuse-moi, mais ces clowns de fact-checkers, quoi, qui sont arrivés dans le game, quoi. Alors, est-ce que quand même... J'aimerais quand même dire quelque chose. Vas-y, Amélie. On parlait tout à l'heure de lutte contre la pédocriminalité. Oui. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui est soi-disant censé lutter contre ça. Vous savez sur quoi on met de l'argent? On met de l'argent sur le complotisme. C'est ça la réalité aujourd'hui. Sur les égalités hommes-femmes, on met l'argent pour la promotion des théories de genre, etc., où on sait qu'il y a quand même des liens qui visent à sexualiser le corps de l'enfant. Ariane Guérand en parle très bien de ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on met beaucoup d'argent là-dedans, publiquement, et alors qu'on pourrait justement mettre beaucoup plus d'argent là-dessus. Donc non, il y a des priorités publiques qui sont visibles. Et les fact-checkers, effectivement, ils font peu d'audience en soi, peu de personnes savent qui c'est. Mais par contre, derrière, ils ont une influence sur le reste des médias. Exactement. Et comme a dit Greg, je rejoins Greg là-dessus. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que le public... Laisse-moi juste terminer. Quand tu fais un artiste... Quand justement, tu auras une émission là-dessus, ou sur France TV, où effectivement, tu auras quelqu'un qui a dit quelque chose qui sort un petit peu de la doxa. Et bien demain, tu vas avoir vrai ou fake, Libération, etc. Et tout ça, en fait, avec des algorithmes, sont repris, sont vus, sont repris par TF1, etc. Et c'est ça qui... Est-ce qu'on peut dénoncer le pire aujourd'hui sans être traité de complotiste, Karl Zéro? Est-ce qu'on peut dénoncer le pire sans être immédiatement taxé de complotisme? Ça, c'est le titre de cette deuxième partie. Ouais. Pourquoi dénoncer le pire? Juste dénoncer, juste faire son travail. Est-ce qu'on peut juste faire son travail? Est-ce qu'on peut enquêter aujourd'hui sans être traité de complotiste? C'est ça qui est intéressant. La réponse est non. On ne peut plus enquêter, on ne peut pas faire d'investigation, ou alors de l'investigation cadrée qui va poser aucun problème. Le meilleur exemple est Cache Investigation. Elle sort des trucs, mais c'est « Bonsoir, ce soir le prix de ces petits saucissons. Ils ont l'air très bons, mais ils sont dégueulasses. Ils sont faits avec de la peau de chameau et mon cul sur la commode. Et des gros en profitent. Et donc, on va aller interviewer un pauvre con qui fabrique des saucissons, qui va dire « Mais non, j'ai pas mis de peau de chameau. » Il sera prouvé à la fin. Et à la fin, Madame Élise Lucet dira « Et voilà, grâce à nous, vous savez que ces saucissons... » Mais on s'en branle de tes saucissons. Non, mais c'est même pire que ça, en parlant d'Élise Lucet quand même. Et notamment sur le sujet de la pédophilie, je tiens quand même à le dire. Ouais, t'allais dire du saucisson, pardon. Non. La volte-face de la honte. Ouais, souvenez-vous, cette histoire qui m'a quand même fallu un hashtag assez monumental pendant une semaine sur Twitter, mais bon, peu importe. Il faut quand même savoir que les journalistes ne font plus leur travail et même se trahissent eux-mêmes dans leur boulot. Quand on a une personne comme Élise Lucet qu'on interroge notamment sur une superbe radio avec une superbe animatrice dont j'ai oublié le nom tellement elle est pas importante, bon, vas-y, dis, sur qui s'appelle et qui l'interroge sur le documentaire Viol d'enfant, la fin du silence que Élise Lucet a tourné dans les années 2000 et qui parlait notamment, qui donnait la parole à des enfants et notamment
notamment sur le pédosatanisme, avec notamment une procureure qui s'est fait complètement bazarder, dont la carrière a été complètement saccagée parce qu'elle a eu le tort de parler dans cette émission. Quand on interroge Élise Lucet en 2023 sur cette émission, elle se décharge. Ah non, mais ça c'est vieux, c'est pas trop moi qui l'ai fait. Non mais t'étais présentatrice du truc. C'est juste incroyable que les journalistes aujourd'hui n'assument même plus ce qu'ils ont fait dans le passé et qu'il y ait cette omerta sur des sujets qui sont aussi importants que la pédophilie. Moi je trouve ça hyper choquant. Non seulement les journalistes font plus leur travail, mais en plus ils n'assument même pas. Et c'est un signal terrible qu'elle donne puisqu'elle est maintenant dans ce truc d'investigation un peu une icône, comme si c'était vraiment elle, c'était le Michael Moore de maintenant, je sais pas, un truc, tu vois, c'est pareil, Mediapart, Albert Londres, et elle donne un signal à tous les autres journalistes. Regardez, j'ai fait une bêtise et je m'en excuse. Elle est dans le déni. Tu vois, elle a fait un truc qui était vachement bien. C'est un super reportage suivi d'un super débat. Et la pauvre procureure Martine Bouillon qui dit ah ben j'ai un dossier, c'est un charnier d'enfants. Alors là, elle a explosé dans la seconde. Et Élise Lucet se souvient de ça. L'émission a été interdite sur l'INA. Et elle n'est réapparue que quand j'ai demandé pour 1 sur 5, tiens, je voudrais bien mettre un extrait. Pourquoi je ne trouve pas l'émission? Là, ils l'ont retrouvée. Alors moi, je l'ai retrouvée sur Odyssée. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Twitter pour la regarder. Il est remis à l'INA. Ouais. Parce que moi, j'ai acheté les archives. Non, Greg. Non, pardon. C'est pas grave. Hein. Greg a un bonnet. Oui, exactement. Mais c'est parce qu'on a le même coiffeur. Et donc, c'est intéressant ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut juste faire notre travail? Parce qu'il y a un truc qu'il faudrait quand même qu'on rappelle. Et qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne sait même plus ce qu'est le journalisme. Je suis désolé, hein, je vais parler de la Révolution, ça va t'emmerder. Mais le journaliste que nous avons aujourd'hui, il est hérité de la Révolution française. Et si. Ah voilà, la Révolution française. Bravo, merci. La Révolution française, justement, le rôle du journaliste à l'époque des Lumières, c'est précisément la dénonciation des complots. Ils sont appelés les vigies de la République. Et on voit aujourd'hui qu'on ne comprend absolument plus rien à ce rôle traditionnel du journaliste qui est précisément la dénonciation des complots ourdis par l'État. C'est même pas que ça n'existe pas, c'est que normalement c'est l'objectif numéro 1. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui il y a tout un truc qui est très choquant qu'on a vu pendant les Gilets jaunes où les flics disaient attendez, vous êtes journaliste, c'est que vous avez une carte de presse. Tout l'apport de la Révolution française, c'est justement précisément de dire n'importe quel citoyen peut être journaliste. Parce que dès l'instant où il faut une carte de quelque chose pour l'être, c'est justement qu'il y a un risque que vous soyez en collision avec les puissants. Conneries. Non, mais il dit bien, donc ça va. C'est la conception du journalisme. Mais c'est faux, tu racontes n'importe quoi. Que ce n'ait pas été historiquement appliqué, c'est une chose, mais que ce soit pas la conception philosophique de ceux qui l'ont théorisé, en est une autre. Et il y a une question que j'avais envie de poser à Karl aussi, c'est est-ce que ce qui a changé aussi, ce n'est pas parce que je n'ai pas vécu cette période-là. Je pense que dans les années 80, j'aurais pu être sur une chaîne comme Canal+, avec ce que je fais. Mais aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser. Est-ce que ce qui a changé, ce n'est pas le degré de soutien de la hiérarchie ? C'est-à-dire, est-ce que quand on dit un truc, j'ai peut-être l'impression qu'à une époque, on avait les deux greffes, le machin qui arrivait et disait, lui, tu le touches pas, je vais le défendre. Ou au moins, je vais le défendre. Ouais, on le lâchait pas en pâture au premier truc. Aujourd'hui, vous avez un peu de travers, votre direction vous dit, je me désolidarise de propos de mon truc. Alors que t'as pas eu de procès, t'as pas eu de mise en examen, t'as pas eu de truc, t'as eu 2 heures de bad buzz. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose que toi, peut-être, tu pourrais être le témoin, ou que peut-être t'aurais pu voir, qui est qu'il y a eu un moment où les rédactions, les corps de métier se sont désolidarisés de leur journalisme, de leur présentateur. Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, il y avait un soutien sans faille de la part d'Alain de Greff. Ça veut dire, combien même il n'aurait pas été d'accord avec tel sujet, telle vanne, peu importe, il était là. Et j'ai assisté à des scènes très très violentes même, entre lui et Lescure à l'époque. Parce que Lescure était plus proche de l'establishment et plus madré, et il venait de France 2 et il était journaliste. De Greff, c'était un ancien monteur belge. Donc, lecteur de, je sais pas quoi, de Charlie, de Harakiri, de machin. Lui, ce qu'il voulait, c'est en gros, le seul brief, c'était vas-y, on pète tout. Donc, on pète tout. Donc, il se posait pas trop de questions. Et si je déconnais, ça le faisait marrer. Donc, il me soutenait. Mais j'ai failli gicler un nombre de fois incalculable aux yeux de Lescure, et donc c'est carrément Lescure. De Greff mettait sa place en jeu en disant ce qui t'a fait gicler, si Karl est viré, je pars. C'est l'affaire Bodis qui t'a coûté ton poste. C'est ce qui s'est passé, t'as la hiérarchie qui dit c'est l'affaire Allègre-Bodis, mais il n'y avait plus ni De Greff, ni même Lescure.
Là, on était passé sous une autre ère. Donc, non, mais il a parfaitement raison dans le fait que, en fait, leur talent, c'est qu'ils savaient repérer des personnes et aussi les maintenir un certain temps à l'antenne, le temps que les mecs deviennent un peu connus, un peu populaires. Parce que maintenant, le problème aussi, c'est qu'ils mettent des mecs à l'antenne, ils les gardent 30 secondes. Oh, très mauvaise audience, vous êtes nuls, allez dehors. Et ils nous soutenaient quand même. Parce qu'au début, on était quand même très, très mauvais. C'est d'un corps de Ton métier regard sur le soudé à canal des pigistes d'aujourd'hui, jetables. s'il te plaît, Karl. Mon regard sur le canal d'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est le canal d'aujourd'hui, c'est le bureau des légendes. C'est vrai que Mouloud Achour clique, je sais même pas que ça existe. Je sais même pas que ça existe. Ça fait 7000 spectateurs. Alors que sur la case, où il y avait à l'époque nulle part ailleurs les guignols de l'info qui faisaient 2,5 millions. Voilà le différentiel, 2,5 millions, 7 000. Après, l'économie des médias a changé quand même. Faut quand même, il y a quand même ce facteur-là. C'est-à-dire que 500 000, enfin qui fasse au moins les scores d'Hanouna par exemple, mais qui fasse pas 7 000 spectateurs. Oui, mais n'oublie pas que c'est la même boîte et que donc Hanouna c'est l'équivalent de nulle part ailleurs. Pour l'entité Canal+. Canal+, c'est 8, ouais, mais donc alors, c'est Hanouna. Gildas, aujourd'hui, c'est ton regard Hanouna. sur Hanouna, justement, entre le nulle part ailleurs de Gildas et TPMP d'Hanouna. Moi, écoute... tu dirais qu'il y a une régression ou pas, selon toi? C'est très, très différent. C'était... pas de langue de bois, monsieur. Non. C'était... Non, je vais te dire, nulle part ailleurs, c'était... plus osé. Quotidien qui aurait repris ton créneau. Écoute, ouais. Putain, allez, tu poses une question. Vas-y. Bouffe un saucisson et ferme ta gueule, merde. Il y a le Y qui est facile, oh là là. Vendu. Traître. Ce soir, tu fais que nous couper. Tais-toi. C'était quoi ta question? Karl, tu vois, tu l'as oublié. Ouais, mais parce que tu m'interromps. Ton regard sur Hanouna. Mon regard sur Hanouna, oui. Tu m'as dit pas de langue de bois. Ouais. Tu me dis ton regard sur... Non, Hanouna, pas de langue de bois. Par rapport à Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, c'était plus osé. On osait faire des trucs que, visiblement, ils peuvent pas faire. Ça irait trop loin. Les spaghettis dans le slip, il y avait des trucs. Souvent, les sujets d'Hanouna sont plus intéressants que les sujets qui étaient traités dans Nulle part ailleurs. En gros, il n'y en avait pas. Gildas recevait indéfiniment Pierre Arditi, ou tu vois. Non, mais je te jure, c'était le bon dodo. Heureusement, on pouvait faire. Non, c'est vrai. C'est pas mon enfant, ça va. Heureusement, on pouvait faire des sketchs, faire les cons, machin. Enfin, l'interview de Gildas interviewant, c'était toujours les 4 mêmes. Tu vois. Bon, c'était moyen. Il prenait pas de politique, il voulait pas d'emmerde. Il faisait comme ça. Après, il applaudissait comme ça. Bon, bref, c'est toute une époque. Mais disons que pour parler de la société, Hanouna est quand même meilleur. Après. Il reçoit tout le monde, c'est ça. On peut lui reconnaître ça, lui, contrairement à un Karl Zéro à une époque. Après, il reçoit. Oui, enfin, parfois aussi, il reçoit des gens qui n'ont quand même absolument aucun intérêt. Mais bon, ça, c'est son problème. Ou peut-être qu'il pense que ça va intéresser des gens, quoi. Voilà. Tu vois, des trucs de télé-réalité, de je sais pas quoi, je sais même pas qui est là. Donc non, je te parlais plutôt ceux sur le plan politiquement incorrect, tu vois, aussi bien pas dans le Covid que, regarde, suivez mon regard, il reçoit tout le monde, faut lui reconnaître ça. Ah oui, j'adore pour ça, non, mais il fait le boulot. Puis c'est un très bon animateur, et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que j'ai souvenir de lui, ça fait longtemps qu'il est sur le marché, Cyril. Je l'ai connu mauvais comme un cochon. C'était terrible. Parler de comédie ou même avant le morning, je crois. Il a fait un milliard de trucs et on sentait que c'était compliqué. Sur France 4 aussi. Je crois que c'était déjà les émissions. C'était déjà la même. Enfin, ça n'avait rien à voir. Je sais pas, il n'avait pas trouvé son truc encore. Donc c'était toujours pareil, le roi de la vanne, du machin, mais tout tombait à plat. Donc et Barthès, c'est Barthès ton héritier ou pas? Tu dirais ça? Oh bah dis donc, merci. Non mais il a dit par contre qu'il était inspiré de vous, qu'il s'était inspiré de votre émission. Oui, bah il a tout pompé. Il a tout regardé. On laisse répondre Karl, s'il vous plaît. D'une certaine façon, j'ai inventé le mélange des genres et il a suivi. Après. Donc tu dirais, il t'a tout pompé. Oui, à une différence près, c'est qu'il est quand même lui aussi. C'est très politiquement correct, ça ne déborde jamais. Il nous a quand même fait des grands moments de télé. Moi, quand j'ai un coup de dépression, je remets Trump élu président des États-Unis, je te jure que ça te fait du bien. Quand tu chiales, là, c'est moi. La liberté d'expression est un leurre. Est à l'heure pourquoi à part si on suit l'actualité sur les réseaux sociaux, etc., et qu'on a des gens un peu courageux, parce qu'on est toujours dépendant des gens qui nous payent. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le média. Donc,
Donc il faut en avoir conscience, même dans des médias où c'est pas forcément subventionné par des grands actionnaires, etc. On est toujours dépendant. Donc le meilleur journaliste, c'est le journalisme citoyen. Voilà. Elle a raison parce que, par exemple, le média de Vincent Lapierre. Le média de Vincent Lapierre. Média pour tous, ouais. Média pour tous a perdu, je crois, la moitié de ses contributeurs parce que lui était pro-Covid, pro-vaccin plutôt, pro-Ukraine, etc. Donc il a perdu la moitié de ses contributeurs. Donc ça prouve que si les gens, en fait, ils payent pour entendre quelque chose, en fait. Quand ils vous payent, ils veulent entendre un message. Et s'ils n'ont pas ce message, ils se barrent. Et ils se disent pas, tiens, la liberté d'expression. Internet, c'est les médias alternatifs, c'est les médias de demain pour toi, c'est eux qui vont prendre... Je ne sais pas les médias de demain, c'est les médias d'aujourd'hui. Ça, c'est bien de le dire. Bah attends, c'est l'évidence. Ouais, mais est-ce que sur le nombre, quand même, par rapport à la puissance d'un média mainstream, tu crois qu'on arrive à challenger ? Mais non, mais aujourd'hui encore. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et puis nous, en fait, ce qu'on voit, c'est comme un écho c'est comme une étoile qui s'est éteinte et dont tu vois encore l'image. Mais en fait, la télé et tout ça s'est éteint déjà. C'est fini. C'est juste que sur Internet, le YouTube francophone, c'est-à-dire qu'on est des Gaulois, c'est-à-dire qu'on se fout sur la gueule entre tribus, mais tu prendrais les 5 plus gros influenceurs, même on va dire un peu dissidents français, tu les mets bout à bout, tu prends une chaîne sur la TNT, t'éclates tout le monde. Moi je suis pas monstrueux, mais je fais entre 3 et 6 millions de vues par mois. On se met à 5 comme ça, mais même Hanouna il rentre chez lui. Et surtout, c'est pas la même audience. C'est-à-dire que la télé, c'est une audience vieillissante. Bien sûr. Vieillissante, c'est vrai, c'est la réalité. Le moyenne d'âge, c'est 60 ans. Sans doute parce que c'est aussi une façon de parler. Un mot et après, on termine. C'est une façon de parler, simplement de dire les choses comme elles sont, de dire ce qu'on pense. On voit qu'on n'a pas reçu un chèque, qu'on n'a pas une clé dans le dos et qu'on n'est pas, un petit lapin du Racel. Donc, les gens, ils ont envie d'avoir des gens normaux en face d'eux. On essaie d'être normaux. Contrairement aux Olibrius qui hantent encore cette télévision moribonde. Myriam, rapidement, et après on conclut. Je voulais juste aussi dire que les journalistes, c'est des citoyens comme les autres. Et à partir du moment où les citoyens ne prennent pas leur destin en main, arrête de couper les gens. Allez, un saucisson. Non, mais à partir du moment où les gens ne se comportent pas en véritables citoyens, qui veulent fermer les yeux, qui ne cherchent pas à trouver l'information, surtout qu'aujourd'hui, on peut la trouver assez facilement avec les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus accabler tous les journalistes. Les journalistes sont des citoyens qui aussi auront envie de fermer les yeux. Et je crois qu'il est temps que tout le monde reprenne un peu son destin en main. Voilà, si je peux me permettre. Allez, Ignace, les dessins de ce second débat. Élise Lucet, sa responsabilité dans l'émission sur la pédocriminalité. J'ai obéi aux ordres. Au service public, on ne veut pas inviter Karl Zéro. Il est encore moins fréquentable que Jean-Marie Le Pen. Pas mal. La question des réseaux pédocriminels censurés, on préfère parler du réchauffement climatique avec l'AFP en bas. C'est vrai que les autres sujets tabous pour toi, c'est quoi ? C'est en dehors de la pédocriminalité. Il y a d'autres sujets tabous, tiens ? C'est le principal, non. Le principal. Bah oui. C'est quand même nos enfants, quoi. C'est notre avenir. Bistro Liberté avec Karl Zéro, ça devient Mégo Liberté. Ah, celle-là, elle est pas mal parce que faut Charles Mathieu. Alors, avant de conclure, si vous souhaitez, puisqu'on va arriver bientôt à l'approche des fêtes, à l'approche de Noël, alors si vous avez envie d'un portrait, d'une caricature, une bonne idée, donc je le disais, de cadeau, eh bien c'est très simple, vous pouvez les commander sur le site qui va s'afficher à l'écran, designas.com, et on peut en profiter une nouvelle fois pour applaudir Ignace. Et à ce propos, mon cher Karl, c'est une tradition dans l'émission. Ignace a fait 2 dessins avec un peu plus d'attention pendant cette émission. Alors tout d'abord, c'est une caricature de toi. Tu peux la montrer. Je te laisse la montrer à la caméra. Je te laisse la montrer à la caméra. Voilà. Bravo. Donc voilà, un beau portrait. On peut l'applaudir. Et puis ça, c'est la version caricature. Voilà. Là, on dirait Chirac. Eh ben voilà. Zemmour un peu. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit côté... Zemmour. Moi, Chirac plus. Bon, allez, un mot pour conclure chacun de vous à l'issue de cette émission. D'abord, ça vous a fait plaisir, parce que d'abord, ça nous a fait super plaisir de t'avoir, parce que t'hésitais à venir, on a dû te relancer, tout ça, en ce jour donc important de la sortie de Sound of Freedom, on le rappelle donc. On pense que ça va faire un carton. Mais normalement, là, tu dis et du magazine. Et du magazine, l'envers des affaires. Un saucisson, allez. Voilà. Allez, un mot pour conclure, chacun de vous, et ensuite ce sera Karl. Très bien. Donc, Sound of Freedom, Karl,
Ah, bah, car j'y arrive pas. Pourquoi Greg. Encore une fois, bon film, et j'ai envie de te dire, film je pourrais dire d'action, mais je ne comprends Bon pas. film, pas mieux que ça pour toi. C'est un bon film. Pas mieux que ça, ce que je dis. C'est juste un bon film. Mais c'est un bon film. J'ai compris. Mais Pas mieux que ça. Je te demande. C'est juste, c'est pas un très bon film. Je sais pas. C'est un bon film. J'ai Bon, passé allez. un très bon moment. Allez, rejoins Libération. Mais je suis pas critique sidé, si tu veux. Voilà. Mais j'étais très content d'être là ce soir. J'ai pris mon pied dans 2 émissions. C'est avec Yvan Le Bolloc et avec Carl Zero. Faut que tu invites des gens de gauche. Le parce que vraiment, Bolloc, sinon, je suis jamais dépressif. de nouvelles, donc on verra. Mais bon, d'ailleurs, tu transmets les amitiés parce que j'aimais beaucoup Yvan, mais depuis qu'il est mis ici. Pourquoi il y a eu un souci? Je ne sais pas, il faudra lui demander. Non, il a été un peu plus bousculé que toi. Il a rencontré Toi, Martial t'es arrivé Bild tout de dans le suite couloir. avec ton côté grande gueule, ça nous a tout fait. J'étais bourré, j'ai tout fait pour le défendre, mais. Amélie, Son of Freedom, tu recommandes? C'est pas ma cam. Merci. Ouais. Mais non, mais sur le plan du film, indépendamment du sujet. En fait, c'est justement indépendamment du sujet. En fait, c'est un non-sujet pour moi. C'est-à-dire qu'on aime ou pas. Donc, personnellement, moi, c'est pas mon style de film, juste. Mais derrière. Ce qui est fou, c'est l'effet Streisand qu'il y a eu dessus, que je trouve très très intéressant. Et on n'allait pas le voir, justement. Voilà, c'est le côté n'allez pas le voir. Du coup, ça a donné envie d'aller voir un film. On s'attendait à un truc énorme et finalement, bon. Et je veux dire, il y a rien de, il n'y a pas de révélation de fou dans ce film. Et pour moi, ça montre quelque chose des médias. C'est qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. D'accord. Mike, ton avis? C'est un bon film. Bon. À toi, pareil. Des bons acteurs. Les enfants jouent très bien. Par contre, là, pour le coup, les enfants jouent très bien. C'est bien tourné, c'est bien filmé. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est un bon film. Moi, j'ai passé un agréable moment. Donc moi, je le recommande. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça met en lumière quelque chose dont personne ne parle, dont il y a une omerta, forcément. Au-delà du sujet, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un énorme engouement autour de ce film au début de l'émission par rapport... Et je comprends que c'est plus parce que ça traite de ce sujet, mais sur le plan artistique, sur le plan du film, moi je trouve que chaque plan, c'est une œuvre d'art, la lumière absolument sublime. Je sais pas, Myriam, ce que t'en as pensé, toi? Non. Non, moi c'est pas c'est pas le film du siècle, mais je crois que le sujet est assez important. Bande de faux culs, non, mais je trouve ça. Non, mais c'est pas en ça. standing ovation. Non, mais pardon, moi je suis non, c'est un très bon film. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est un très bon film, mais moi c'est vrai que j'aime bien les. Je m'attendais à un film à révélation. C'est un très beau film. C'est un très beau film. C'est très bien réalisé. Les acteurs sont très bien. Il faut absolument aller le voir parce qu'il y a et c'est pour ça même que vous soyez amateur ou pas de ce type de film, il faut aller le voir parce qu'il n'y a rien de plus excuse-moi, je veux vraiment finir là-dessus. Il n'y a rien de plus important que nos enfants. Donc c'est la priorité, donc il faut aller voir ce film absolument. Très bien. Allez. Et alors, Chiara, c'est à toi de prévenir le mot de la fin. Bon, à toi ton regard sur ce film. Je pense que toi tu vas me dire que c'est qu'un bon film. Un très bon film, non? Moi, je suis client. Non, il faut dire, moi, je suis très con. Pour me détendre, je regarde des séries sur Netflix ou sur Amazon Prime. Hein. Donc, ce genre de film, j'adore. Même si ça parlait pas d'enfants. Je trouve ça réducteur de réduire un film comme Taken, un film d'action. Non, mais sur un plan. Mais c'est un film d'action. C'est pas un film d'action, ce film. C'est pas un film comme Taken. Je suis désolé. Et au-delà de ça, le plus important, évidemment, c'est que plus ce film fera d'entrée, et tu as bien fait de rappeler que je ne touchais pas un copec sur cette opération. Plus ce film fait d'entrée, plus il devient un phénomène en France, et plus ça fera clore leur bec à tous ceux qui disent que la pédocriminalité, c'est pas grave, ça n'existe pas. Donc c'est très important d'y aller, rien que pour ça, rien que pour les faire chier en vrai. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Carl, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, on le rappelle, donc cette émission qui est diffusée donc en ce jour de sortie donc de Sound of Freedom. Donc allez le voir. Je vais en profiter aussi pour remercier toute l'équipe de Bistro Liberté. Un peu de sérieux, je remercie l'équipe, s'il te plaît. Tout d'abord, Raphaël à la réalisation qu'on applaudit bien fort. Pierre au son, au cadrage, ils sont très nombreux. Maxime, Mathilde et Charles, ainsi qu'à la production. Un vif remerciement pour Arnaud et Marine. Et bien sûr, je ne le remercie jamais assez. Donc Charles Mathieu pour l'ouverture des bouteilles. On se retrouve quant à nous dans 15 jours. Très bonne fin de soirée. Bye bye.